Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, je suis heureux de vous recevoir ici et vous dire franchement que ça fait plaisir de voir cet amphithéâtre avec du monde. Parce que c'est la deuxième fois, la deuxième année consécutive qu'on fait l'Assemblée Générale chez nous, ici à l'Escar, parce qu'en fait, l'idée c'était de revenir un peu aux sources, de revenir aux origines et de voir que l'amphi est plein, c'est vraiment une satisfaction. On va ouvrir cette table ronde donc, avec deux grands invités, avec une thématique face aux défis de l'agriculture française, comment Euralis construit les solutions d'avenir. Donc je vais demander à Sébastien Abyss et François Purseigle de nous rejoindre, y compris Philippe, on peut les applaudir. Et je vais laisser la parole à Olivier Quérault. Merci. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, François vous installez ici, Philippe ici. Tu l'as dit Christophe, le thème de cette table ronde face aux défis de l'agriculture, comment Euralis construit les solutions d'avenir. Donc les invités, je vais vous les présenter un petit peu plus en détail, même si vous les connaissez sûrement. Donc Sébastien Abyss, géopolitologue spécialiste des questions agricoles alimentaires mondiales, et François Purseigle, sociologue spécialiste aussi du monde agricole. Avant de vous donner la parole, puis Christophe Kong et Philippe Saut, a priori vous les connaissez, pas besoin de les présenter. Avant de démarrer cette table ronde par une intervention de Sébastien Abyss pour balayer un peu la géopolitique mondiale, je vous propose de découvrir quatre chiffres qui vont planter un peu le décor. 87% des Français estiment que la situation économique des agriculteurs est mauvaise. Le sixième, c'est la position de la France en tant qu'exportateur mondial en termes d'agriculture. Ça représente à peu près 4% des exportations, un rôle, une position qui a diminué ces dernières années. 20%, c'est l'alimentation que l'on importe chaque année. Ça fera partie un petit peu des thèmes que l'on va aborder lors de cette table ronde. Et enfin, 50%, c'est le taux d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Pour information, depuis 2015, il y a à peu près 20 000 agriculteurs qui chaque année partent à la retraite, contre 14 000 jeunes agriculteurs qui s'installent. Donc vous voyez le déficit. Alors Christophe, déjà, pourquoi avoir souhaité organiser un peu ce débat avec cette problématique ? Alors ce débat, pourquoi ? Parce qu'on est quand même face à des problématiques majeures qui nous arrivent, ne serait-ce que par rapport à la population agricole. En 2010, il y avait 440 000 exploitants agricoles en France. On sait qu'aujourd'hui, il y en a 280 et on sait qu'il en restera 240. On est face à une perte de compétitivité liée à la surtransposition des normes, liée à la privation, je dis bien la privation de moyens de production, à la privation de moyens de recherche. On a ce souhait de la souveraineté alimentaire. Alors c'est super, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Et puis je reviens toujours au renouvellement des générations. Moi j'ai mon fils qui a 20 ans qui va s'installer. Moi je me rappelle mes 20 ans à moi. Moi il fallait être vaillant et travailler. Aujourd'hui c'est presque un décathlonien qui doit être pour arriver à affronter tous les défis qu'il a devant lui. Et je fais la parenthèse, quand moi je suis inquiet pour lui, eh bien, ma mère qui me dit « mais les jeunes ils se démerderont ». C'est leur génération qui est comme ça. Mais il n'empêche que quand tu es le père, tu peux être inquiet. Et puis, c'est aussi dans ce contexte, excusez-moi pour les expressions, hein, je le dis un peu à ma façon, mais c'est comme ça que je le vis. Et dans ce contexte, c'est comment nous, la coopérative, qui est le prolongement de nos exploitations, c'est comment nous, coopérative, va être au service de cette nouvelle génération qui arrive. Voilà. Donc, il ne faut pas vivre en regardant en arrière. Il faut vivre en regardant devant, mais il faut vivre avec son temps. Merci Christophe. Sébastien Abyss, votre dernier ouvrage s'appelle « Veut-on nourrir le monde ? Franchir l'Everest alimentaire ». Pourquoi cette métaphore ? Bon, en fait, il y a... D'abord, bonjour à toutes et tous et merci de proposer qu'on regarde au-delà du territoire parce qu'on a un peu une séquence européenne et française où en 2025 on sent un inconfort stratégique grandissant parce qu'on a cru qu'on allait pouvoir tranquillement naviguer dans ce siècle et comme certains
ont cru qu'on allait pouvoir naviguer tranquillement, on a cru qu'on allait pouvoir ne plus bosser, produire et construire de la sécurité. Donc on a raconté au début de ce siècle, en Europe et en France, que finalement les besoins étaient ailleurs et on a fait une génération Netflix canapé qui heurte de plein fouet les réalités stratégiques mondiales. Pourquoi je dis ça? Parce que décathlon à faire, Everest à franchir, résilience à trouver. On est dans des moments où aujourd'hui on voit bien qu'on a des enjeux de plus en plus complexes et imbriqués à résoudre. La question de l'Everest alimentaire, pour moi, c'est il faut produire de la sécurité. La première sécurité humaine, c'est l'alimentaire. Il faut produire de la soutenabilité, il faut reproduire de la nature. Moins de pétrole dans le monde de demain, c'est plus d'agricole. C'est-à-dire c'est l'histoire ancienne, où jusqu'à la Révolution et au débarquement du pétrole, on a utilisé les productions agricoles pour faire et de la nourriture, et faire des bâtiments, et faire des matériaux, et faire de l'énergie. Donc on retrouve l'histoire profonde. Donc c'est important aussi de rappeler parfois ce qui a souvent fait l'histoire et la marche mondiale. Et puis l'Everest, parce qu'à côté de la sécurité, de la soutenabilité qu'il va falloir aller chercher plus intensément que jamais, on a passé la barre des 8 milliards d'habitants, on va être encore en croissance démographique mondiale jusqu'en 2070, donc on n'est pas sur le toit de la population mondiale encore. On doit plus que jamais protéger les ressources naturelles, plus que jamais refabriquer de la nature, etc. Et nous devons en plus répondre à des exigences de consommateurs dans le monde qui, certes, il y a 1 milliard qui a la dalle et qui veut sortir de la sobriété alimentaire forcée. Je me permets quand même de le rappeler, parce que ça fait quand même 1 habitant sur 8 encore sur la planète qui n'a rien à bouffer aujourd'hui. Il y en a 2 qui ne mangent pas assez, qui mangent tout le temps la même chose, donc ils sont en pauvreté nutritionnelle, ce que les Nations Unies appellent l'insécurité alimentaire modérée. Et puis il y a 5 milliards de consommateurs qui sont souvent des urbains, qui sont souvent dans des activités très loin des mondes productifs, très loin de l'industrie, très loin des ruralités, et qui, en gros, quand ils vont à la campagne ou à la plage, en gros, pour une semaine dans l'année, il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens qui aient bossé toute l'année dans ces espaces. Il ne faut pas déconner quand même. Il faut que Mère Nature respire et que pendant notre semaine de loisirs à la campagne ou à la plage, pêcheurs comme agriculteurs, évidemment, bye bye. Et puis, nous avons des consommateurs qui, à juste titre, ont bien compris que si vous voulez augmenter votre espérance de vie en bonne santé, il faut une alimentation qui protège, voire qui soigne. Donc on a une hyper-personnalisation de l'alimentation qui est attendue. Et nous avons donc une sorte d'Everest à faire dans ce siècle, parce que l'ascension de l'Everest, et je rebondis volontiers aux propos de Christophe, c'est-à-dire que pour faire l'Everest, d'abord il faut être un peu préparé, il ne faut pas y aller tout seul, il faut être bien équipé, avec le monde dans lequel on est, et pas avec les équipements d'hier. Faire l'Everest il y a 70 ans, le premier homme qui a fait l'Everest il y a 70 ans, il n'y avait évidemment pas l'équipement des gens qui font l'Everest aujourd'hui. Et donc, a priori, on a plus de chances aujourd'hui de réussir l'Everest, à condition de vouloir utiliser les moyens à disposition, les innovations, les techniques du moment. Mais il y a un point fondamental pour faire l'Everest, c'est l'état d'esprit. S'il n'y a pas la niaque, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas d'enthousiasme, s'il n'y a pas une détermination, c'est compliqué de faire l'Everest. Et pourquoi j'ai métaphoré beaucoup avec l'Everest ces derniers mois? C'est parce qu'en fait, quand vous êtes sur le toit du monde, vous avez un tiers d'oxygène par rapport au niveau de l'Escar. Donc en fait, vous réfléchissez très mal, il y a tout qui grille, vous devenez très bébête, vous êtes épuisé de l'ascension et vous avez toutes les chances d'avoir un accident dans la descente. 100 000 fois supérieur le risque d'accident et de mortalité dans la descente de l'Everest, pour les très peu de personnes qui y vont. Si on fait une planète qui, après 2070, en toit démographique mondial, si après 2070, on ne peut pas respirer sur cette planète, il y a un problème. Moi, j'aime bien rappeler un triptyque très simple. 3 minutes, c'est le temps qu'on a sans oxygène pour vivre. 3 jours sans eau potable, 30 jours sans nourriture. Si on est clair sur ça, il y a un programme, en fait, non pas politique pour un territoire, un village ou la presqu'île européenne, il y a un programme mondial. C'est-à-dire, il faut s'assurer d'une pérennité, de viabilité sur la planète. Il faut évidemment protéger les ressources, et les ressources qui vont permettre aussi à la planète de se nourrir et d'être en sécurité. Et donc, par définition,
le métier d'avenir le plus important, c'est forcément le métier d'agriculteur. À condition que ce métier-là, on comprenne bien qu'il est Sherpa pour faire l'Everest et pas le problème qui explique que l'Everest est compliqué. Au contraire. Donc le premier de cordée, c'est bien l'agriculteur. Continue ? Eh ben oui. Qu'est-ce que je dois raconter d'autre ? Je dois dérouler un diapo. C'est vrai. Alors je vous ai déjà dit l'Everest, j'ai été trop long, j'ai improvisé, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais pourquoi, en fait, la question de l'Everest, il faut la remettre en miroir d'un point géopolitique et ceux qui me connaissent, vous savez, François peut en témoigner, on se connaît depuis 20 ans. Quand il me parlait d'agriculture il y a 20 ans, moi je ne connaissais rien. C'est pas mon sujet. Moi mon sujet c'est de regarder un peu l'état des relations internationales et stratégiques. Et je voudrais juste, par rapport à ce que je viens de dire, faire un pas de côté sur la marche du monde. Et je voudrais vous parler de zoopolitique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, contrer quelques idées reçues. En 2024, on n'a jamais autant échangé sur la planète. Tout produit confondu. La mondialisation n'est pas derrière nous. Le taux d'internationalisation aujourd'hui de ce qu'on produit sur la planète, c'est autour d'un quart. Donc vous voyez que l'indice de mondialisation, un quart, a plutôt tendance à augmenter par rapport à, si on regarde dans le rétroviseur du quart de siècle qui vient d'être effectué. Vous voyez aussi qu'à ceux qui disent qu'on est dans l'hypermondialisation, vous avez quand même 3/4 de ce qui est produit sur la planète, tout secteur confondu, ça reste à domicile. Donc on n'a pas une internationalisation non plus tous azimuts. Deuxième chose, si on zoome sur le secteur agricole et alimentaire, les volumes ont été multipliés par 4 depuis 25 ans sur ce qui est échangé sur le plan commercial en produits agricoles et en produits alimentaires. Aujourd'hui, avec environ 2500 milliards de dollars d'échanges agricoles et alimentaires dans le monde chaque année, c'est à peu près 10% du commerce mondial. C'est pas dominant, mais c'est pas rien. Et ça progresse tous les ans en volume, aussi en valeur parce qu'il y a eu de l'inflation mécanique ces dernières années. Mais j'attire votre attention sur cette augmentation. Troisième message, c'est que nous avons des classements totalement anormaux d'exportateurs et même parfois d'importateurs agricoles et agroalimentaires. Olivier a dit la France 6e. Et attendez, c'est totalement délirant que notre rikiki pays, 1% des terres émergées du globe, soit 6e puissance agricole et alimentaire mondiale. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est pas assez, mais enfin, il y a une partie du monde qui considère qu'on est super fort. On est tout petit. On est une grande puissance agricole et alimentaire. Moi, j'ai toujours un truc qui me gêne un peu ces derniers temps, c'est qu'on dit oui, mais la puissance décline. Non, il y a un déclassement. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui nous dépassent parce qu'ils vont plus vite, plus fort et qu'ils sont géants en termes de géographie par ailleurs. Nous, on a un déclassement, mais on est meilleur aujourd'hui qu'à 20-25 ans. L'agriculture et les performances alimentaires en France aujourd'hui, elles sont meilleures qu'à 20-25 ans. Sauf qu'à 20-25 ans, on était un peu plus tout seul dans le monde. J'attire votre attention là-dessus parce que de temps en temps, pour regarder les réalités stratégiques, il faut ni regarder dans le rétroviseur sur l'année qui vient de se passer, ni regarder dans le pare-brise en se disant « Oh là là, on va dans le mur, on est dans le déclin ». La question, c'est est-ce qu'on veut continuer à être dans ce classement dans les prochaines années ? Quels moyens on déploie ? Et j'attire aussi votre attention sur le fait que l'Union européenne à 27, pas à 10, pas à 9, pas à 27 unités séparées. L'Union européenne, si on la pense en tant que puissance, c'est aujourd'hui la plus grande puissance agricole et agroalimentaire du monde, avec un excédent de 70 milliards sur le plan commercial, là où les États-Unis sont à moins 30, on oublie de le dire, c'est un pays qui est aujourd'hui en difficulté en termes d'équilibre agricole et alimentaire, et la Chine est à moins 200. Donc, sincèrement, de temps en temps, quand on dit que l'Europe ou la France sont nuls d'un point de vue agricole et alimentaire, prenons l'hélicoptère, regardons les réalités internationales, reprenons conscience de nos forces. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que de temps en temps, nous devons équilibrer le propos. Depuis 25 ans, la planète n'a pas le choix. Sécurité, soutenabilité, santé. Tout le monde met le turbo sur les questions agricoles et alimentaires. Tout le monde. L'Inde a gagné 370 millions d'habitants depuis
le début de ce siècle. Quasiment la population européenne, en 25 ans. Il y a des pays qui connaissent de très grandes croissances de demande à la maison. Donc tout le monde muscle son jeu. Tout le monde a un jeu à la fois très stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux produire au maximum à la maison, comment je dois internationaliser ma sécurité alimentaire en gérant des approvisionnements, en créant des partenariats, des alliances, sur quoi j'investis. Est-ce que j'investis sur la science? Est-ce que j'investis sur la logistique? Est-ce que j'investis dans la géo-ingénierie pour faire pleuvoir à domicile, et tant pis si je vole le nuage du voisin, tant pis pour sa sécurité alimentaire? Et c'est ça la petite inquiétude géopolitique qui est la mienne depuis quelque temps, c'est que nous devrions, sur un sujet aussi universel que l'agricole et l'alimentaire, jouer encore plus collectif parce que les interdépendances s'accentuent mécaniquement. Mais géopolitiquement, depuis le Covid, ce qui s'intensifie, c'est la marche en solitaire, la loi du plus fort et le chacun pour soi. C'est-à-dire que l'injonction du Covid, pour protéger les autres, isolez-vous, l'injonction sanitaire, est presque en train de devenir un projet politique aux yeux de certains. C'est-à-dire un nouvel isolationnisme, une sorte d'isolationnisme où le chacun pour soi, tant pis finalement, si les autres n'ont pas les mêmes moyens que nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beaucoup dit sur le terrain du climat, il n'y a pas de planète B. Donc le climat est une affaire universelle. Et c'est vrai. Moi, ça fait quelque temps que j'aime bien rappeler qu'il n'y a pas de planète B non plus en matière géopolitique. Si ça ne va pas bien dans certaines régions du monde, il y aura évidemment des conséquences. Alors, tout cela pour moi, c'est pour exprimer les changements stratégiques. L'effet papillon des années 90, le village planétaire, le monde qui s'ouvre, nous, Européens et force états-unienne au-dessus, avec un discours sur on a gagné, c'est la fin de l'histoire, la géographie ça compte plus, vive les services, vive les idées, et finalement, le 21e siècle, ça va être cool. Et nos valeurs sont évidemment universelles. Mais l'effet papillon, c'était aussi la prise de conscience que dans ce monde où les échanges s'intensifiaient, oui, un phénomène, une déclaration, une innovation pouvait avoir mécaniquement des conséquences quelques semaines, quelques mois plus tard, à l'autre bout du globe. Et puis il y a eu le 11 décembre en 2001. On s'est un peu concentré sur le 11 septembre, nous, avec notre prisme occidental. Le 11 décembre, la Chine est rentrée à l'OMC. Elle était très contente, en plus elle n'a respecté aucune règle. Elle a stocké, elle a soutenu des prix pour les agriculteurs. L'Inde a fait pareil d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a deux pays énormes qui ont débarqué dans l'OMC et qui n'ont pas respecté les règles de l'OMC. Et vous le savez que ce n'est pas l'OTAN qui est en mort cérébrale, c'est l'OMC depuis 20 ans. Et nous avons eu un pachyderme chinois dans une planète de porcelaine. On a pris conscience des limites planétaires. On a pris conscience qu'il y avait besoin de protéger la planète. On a repris conscience qu'il fallait protéger la planète. Et puis la Chine a pris les commandes. Cette sino-mondialisation. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2020 ? Depuis 2020, c'est le temps des hippopotames. Alors l'hippopotame, sans vouloir rentrer dans le détail, il est féroce, c'est un des animaux les plus violents de la planète. Pourtant, on a l'impression qu'il est cool, il est au fond de sa mare, il est placide, il ne bouge pas. D'ailleurs, il est plutôt sympathique, l'hippopotame, dans les livres pour les enfants, ou même pour nous, quand de loin nous l'observons. L'hippopotame, il est véloce, il court plus vite qu'Usain Bolt. 50 à 60 km/h quand il n'est pas content ou quand il veut quelque chose, ou en gros quand il y a faim. D'ailleurs, il est herbivore, mais quand il y a de la viande et qu'il y a la dalle, il n'hésite pas. Et puis, il est polygame, l'hippopotame. C'est-à-dire qu'il ne se prive aucunement d'avoir des relations intéressées, circonstancielles, jetables, recyclables, opportunistes, pragmatiques, circonstancielles, transactionnelles, tous ces mots que vous entendez aujourd'hui pour qualifier un peu les pratiques des uns et des autres dans les relations internationales. Cette polygamie que certains appellent le multi-alignement, si on veut être courtois. L'hippopotame, il est féroce, véloce et polygame, à l'image des relations internationales qui se durcissent, qui accélèrent et qui sont en train de se multipolariser. On a évidemment quelque chose qui nous interpelle sur cette scène géopolitique, c'est l'organisation croissante d'un concept financier d'une banque aux États-Unis il y a 20 ans qui s'est transformé en espèce de prise de judo à l'envers
pour devenir un club géopolitique de briques et de brocs, puisqu'ils sont d'accord sur rien, sauf sur le fait qu'il faut arrêter de suivre les injonctions européennes et états-uniennes. Et que les règles qu'on a définies à la fin de la Seconde Guerre mondiale sont caduques. Ils n'ont pas complètement tort. Ces pays, on peut regarder les choses simplement. Ces pays, aujourd'hui, c'est la moitié de la population mondiale, 40% de l'économie, 30% du commerce mondial. Sur le plan agricole, vous voyez les chiffres, 27% des exportations agricoles mondiales, 40% en volume et 30% en importation. Donc les BRICS, ça compte. Mais quand on m'explique qu'entre le Brésil, l'Éthiopie, l'Iran, l'Ouzbékistan, Cuba et le Bélarus, éventuellement faisons un détour par la Malaisie, ces pays sont tous copains, amis et ressemblants, et que nous, en Europe, on est nuls. On a oublié de raconter le fait que la plus grande intégration politique, économique et sociétale de l'histoire s'appelle l'Union européenne. Moi, je suis très européen. Quand on aime quelque chose, il faut pouvoir le critiquer. L'Europe va mal aujourd'hui. Parce que l'Europe, elle a oublié de raconter sa vraie histoire, y compris des vraies histoires. Je prends un exemple, pardon, je fais une parenthèse, je suis en train de cramer mon temps, j'assume. On a dit, l'Europe, un des grands résultats de l'Europe, c'est Erasmus. Je parle sous le contrôle de François, ça marche très bien, Erasmus. Et on dit, Erasmus, ça a fait des bébés européens. Oui. En fait, ceux qui ont fait le plus de bébés européens, c'est la politique agricole commune. On a sécurisé les populations européennes. On leur a donné à manger. On leur a donné de la diversité dans l'assiette, à bas prix, parce qu'en Europe, on mange très bien pour pas cher, ce qui est aussi un problème dans le monde dans lequel on va aller. Donc, on est gaga devant les BRICS. Ils vont avoir une monnaie commune, ils vont avoir une banque commune. Ils font des réunions annuelles parfois. Mais à Bruxelles, on a une réunion tous les mois. Donc, de temps en temps, oui, il y a des forces qui s'organisent, mais ces forces ne sont pas toutes seules et en miroir, l'Europe ne doit pas être oubliée. À grands traits, la Chine, un message, elle a mis le turbo sur les biotechnologies. En gros, elle n'a pas le choix. Elle était contre les OGM pendant longtemps, parce qu'en plus, par rapport aux États-Unis, ça faisait un petit match. Mais aujourd'hui, le but de la Chine, c'est je contrôle la logistique mondiale et en même temps, j'essaye de produire un maximum chez moi, sachant que j'ai quand même des problèmes de pollution, de manque de terre, de manque d'eau, qui commencent à devenir non pas problématiques, mais vitales. Deuxième pays qui interpelle l'Inde. L'Inde, pareil, 1,5 milliard de personnes à la maison. Excusez du peu quand vous devez passer à table. Le problème de l'Inde, c'est qu'elle a la population africaine sur la taille de la République démocratique du Congo et quasiment de l'Europe. L'Inde est archi-pleine. L'Afrique est vide démographiquement par rapport à sa superficie. Le problème de l'Inde, c'est qu'elle va devoir gérer une sécurité alimentaire avec des changements climatiques qui l'impactent encore plus. Et donc la fameuse mousson devient de moins en moins déterminante pour les récoltes agricoles. Et l'Inde, pareil, met le turbo sur la science, sur la recherche. Les ingénieurs sont très mobilisés sur les performances agricoles. Et Microsoft a fait de l'Inde son grand laboratoire à ciel ouvert sur l'agtech et la foodtech. Nous avons, dans le cas du Golfe, si on revient plus près de l'Europe, des monarchies qui ont plein de pétrodollars dans les poches, mais ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'agriculteurs, ils importent 90% de leur nourriture, donc forcément, quand vous arrivez en tant que Français et que vous êtes à 20%, vous êtes les rois du pétrole alimentaire. Mais par contre, ils ont plein d'argent. Donc aujourd'hui, ils essayent, pareil, pour être hippopotame, être le plus fort à la maison, dérisqué par rapport au monde, ils mettent le turbo pour essayer de produire un maximum à la maison. Tant pis pour la soutenabilité. Encore que, nous avons des paradoxes, puisque nous, comme nous ne sommes pas capables de mobiliser pleinement le monde agricole et ses bioénergies, nous continuons à acheter beaucoup de pétrole et de gaz. La France a acheté 100 milliards de pétrole et de gaz à l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar en 2024. On creuse notre dette, on continue à s'empoisonner, et on finance leur transition écologique, parce qu'ils investissent sur l'après-pétrole et l'après-gaz. Et ils investissent sur l'IA pour produire dans des serres hyper intelligentes. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'agriculture du futur, c'est aussi l'agriculture qui va être enfermée, sous environnement contrôlé. Plus c'est enfermé, plus vous garantissez de la sécurité sanitaire. Ça peut sembler paradoxal aux yeux du consommateur, mais moi, quand on m'a expliqué la grippe aviaire, j'ai enfin compris que le gallinace qui gambade en plein air avec l'aléa de la nature, c'est pas toujours forcément des plus efficaces ensuite dans l'assiette. Et je disais à Olivier ce matin, sauf à dire demain au restaurant,
magret de canard vacciné, magret de canard pas vacciné. S'il est vacciné, ça coûte 2 fois plus cher. Là, mentalement, vous déstabilisez le consommateur. La Turquie, déterminée, aux portes de l'Europe, grande puissance industrielle. En gros, la Turquie, elle a vu ce que l'Europe arrêtait de faire. Puissance agricole, mais l'Europe s'est désindustrialisée et fragilise ses outils industriels. Donc la Turquie a musclé son jeu industriel. C'est une grande puissance agro-industrielle. La Turquie a aujourd'hui des zones où il y a beaucoup d'eau. Et donc, en fruits et légumes, elle a bien compris que l'Espagne était à poil. Et que peut-être demain, le grand pourvoyeur de fruits et légumes pour les marchés européens, ça va être non pas l'Espagne et le sud de l'Europe, mais plutôt la Turquie. Parce qu'elle a 2 grands fleuves qui la traversent. Et peut-être que Pierre Blanc, que vous avez reçu au janvier, vous a expliqué à quel point cette hydro-hégémonie turque n'était pas qu'à destination de l'Afrique et du Moyen-Orient, mais regardez aussi le marché européen. L'Afrique, j'en ai déjà parlé, j'insiste pas. Le Brésil, juste pour vous dire que rien n'est décidé sur le Brésil. C'est un pays qui peut aussi sombrer dans du national-écologisme, j'ose la formule. C'est-à-dire, non, on n'a pas envie de nourrir le monde. On va devenir plutôt le supermarché du monde, on va transformer à domicile. Et puis on va d'abord nourrir nos voisins sud-américains parce que franchement la sécurité alimentaire dans cette zone c'est pas génial. Et donc pour dérisquer géopolitiquement nos voisins d'abord. Et puis le Brésil, excusez du peu, il a quand même 250 millions d'habitants. Et peut-être que le Brésil il va commencer à dire moi aussi en fait la nature, l'environnement. Et donc je vais peut-être faire un pacte vert à l'européenne. Tant pis pour les besoins du monde, tant pis. Vous débranchez un instant le Brésil du marché mondial sur plein de produits, je peux vous assurer que ça va être la fête en termes de volatilité de prix. Donc tout est possible, et en même temps le Brésil pour l'instant n'a pas appuyé sur le frein de la production agricole. Au contraire, il a même annoncé qu'il allait mettre en culture 40 millions d'hectares entre 2025 et 2035. La ferme France c'est 25 millions d'hectares. Et pour mettre en culture ça, le fonds souverain émirati a annoncé qu'il allait mettre 10 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Pendant ce temps-là, en Europe, ils achètent des clubs de foot pour nous divertir sur notre canapé devant Netflix. Et puis, un mot évidemment sur Russie-Ukraine. Le conflit qui a 10 ans n'est pas fini. Ce conflit peut aboutir très tôt à une prise en main des États-Unis des affaires économiques et agricoles en Ukraine. L'Ukraine peut très bien, elle aussi, décider de rejoindre demain les BRICS plutôt que l'Union européenne. Toute l'Ukraine n'est pas pro-européenne. Zelensky n'est pas éternel. Donald II ou Elon Trump, ça dépend, parce qu'il y a aussi quand même en Ukraine des affaires dans le ciel avec Starlink qu'il faut ne pas sous-estimer du tout. L'histoire de l'Ukraine, ça va être compliqué. Je voudrais juste, sur l'Ukraine, rappeler que oui, la guerre a des conséquences. Oui, ce sont les Ukrainiens qui se battent. 3, l'Ukraine est une grande puissance agricole. Si elle rejoint l'Union européenne demain, vous avez un nouveau très bon joueur agricole dans le club européen. La question, c'est est-ce qu'on le met en tribune, on le met sur le banc de touche, ou on le met sur le terrain, à son poste. Et on fait un jeu collectif. Quand le Real Madrid a acheté Mbappé, il l'a fait jouer, même s'il n'était pas en grande forme. Il y a une petite nuance d'ailleurs, c'est que le Real Madrid a commencé à payer le salaire d'Mbappé quand Mbappé a rejoint le Real Madrid. L'Europe met 120 millions d'euros par jour depuis 3 ans en Ukraine. Toute aide confondue, militaire, budgétaire, humanitaire. Et en même temps, il faut aider ce qui se passe là-bas, puisque les intentions russes sont réelles. Le maïs va devenir la céréale majoritaire en Ukraine, surtout si les États-Unis prennent les commandes. La Russie, plus de blé, toujours plus de blé. Enfin, cette année, 2025, il pourrait y avoir une chute de 30% de la récolte russe. Je me suis encore renseigné ce matin sur 2 sources. C'est hautement probable. S'il y a une chute de 30% de la récolte mondiale de blé russe cette année, là aussi,
ça ne va pas simplifier la lisibilité, la stabilité des prix des marchés, et il y a certaines régions du monde qui risquent d'être un peu asséchées au niveau de leur couverture céréalière, sachant que la Turquie est le premier acheteur de blé de la Russie. Que fait la Russie depuis 3 ans ? Eh bien, elle utilise les sanctions occidentales pour les retourner. Et donc, oui, j'exporte 50 millions de tonnes de blé, et oui, la main sur le cœur, Poutine dit « je donne du blé à 6 pays africains ». Ils ont donné 400 000 tonnes sur 50 millions de tonnes. Je peux vous assurer que les 49,6 millions de tonnes restantes, elles ont été payées. Hein. Et pour être payées, pour éviter justement aux uns et aux autres d'être tapés, eh ben on va faire un peu la fête à Dubaï, et puis on fait tourner la plus grande machine à laver du monde. Et donc, on utilise des hubs financiers ou des hubs logistiques, où on utilise l'océan pour transborder du blé comme on transborde du pétrole sur des navires fantômes, loin des regards, loin des caméras. Parce que je rappelle que 72% de notre planète, c'est de l'océan. Donc, évidemment, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc, comme dans un monde d'hippopotames, les hippopotames sur l'océan, ils sont encore plus féroces que sur Terre, encore plus véloces que sur Terre. Et sur l'océan, alors en termes de polygamie, je peux vous assurer que c'est limite l'orgie. Donc, on a des comportements adaptatifs et un des sujets qui interpelle beaucoup, c'est comment la Russie, en termes de semences, cherche à dérisquer sa grande vulnérabilité en semences, et donc comment elle mise beaucoup sur les semences à domicile, mais évidemment avec des alliances avec la Chine, et avec encore des points de vulnérabilité qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un des points faibles encore du pays, mais plus nous sanctionnons la Russie, plus la Russie s'adapte, s'organise. Ça ne veut pas dire qu'elle est en forme olympique, bien entendu, mais sur le plan agricole, c'est une priorité autant que le gaz. On utilise la force agricole pour rayonner dans le monde et avoir une économie de guerre pour faire les combats géopolitiques par ailleurs. Dans ce contexte, juste une étude qu'on a faite récemment que vous pouvez trouver sur le site de l'IRIS, mais ne pas oublier les engrais. C'est-à-dire qu'on a, nous, Européens, acheté moins de gaz russe depuis 3 ans, mais nous avons acheté en Europe 2 fois plus d'engrais russes qu'il y a 3 ans. Et l'engrais, c'est du gaz sous une autre forme. Donc, il faut être un peu cohérent. Et dans ces ventes d'engrais de la Russie, je note quand même qu'en engrais azoté ou en potasse, le Brésil, Lula 3, la grande démocratie, membre des BRICS, évidemment ne se fâche pas avec Poutine parce que la ferme brésilienne a besoin des engrais russes. Et en bleu, vous avez les États-Unis qui continuent aussi à acheter des engrais à la Russie si besoin, il n'y a pas de problème. Là aussi, Elon Trump, de toute façon, a le numéro de téléphone. Ça permet de peut-être demain calmer très vite certaines ardeurs. Et pourquoi vous vous marrez ? Allez, je me passe de commentaires. J'atterris rapide sur Europe et France. On va en parler dans la table ronde. Je voudrais, sur l'Europe et France, on est en train de retrouver a priori un peu d'équilibre dans le narratif. Il faut voir dans les faits. Le pacte vert n'est pas mort. D'ailleurs, je vous l'ai dit, moi je suis convaincu qu'au contraire, il faut le faire. La question, c'est se donner les moyens et la cohérence pour le faire. Dit autrement, pour investir dans le vert, il ne faut pas être dans le rouge géopolitiquement et économiquement. Et donc, on parle de boussole de compétitivité, on parle de compétitivité durable. J'y reviendrai. Sur le plan européen, il y a la question souveraineté. C'est quoi la souveraineté ? C'est pas Astérix. Sinon, pour les amateurs, je vous rappelle qu'on se tapait dessus quand le poisson n'était pas frais. C'est toujours une histoire alimentaire. La souveraineté, c'est être capable d'identifier où sont ses forces, les maintenir, les cultiver, en être fier. Où sont ses faiblesses pour les maîtriser, les réduire. Là où il y a des jeux d'interdépendance, sur quoi il faut être conscient que ce n'est jamais facile. Une production agricole n'est jamais acquise d'avance. La notion de résilience, elle n'est pas conjoncturelle en agriculture. Être résilient quand on est agriculteur, c'est presque
une répétition du métier. Par définition, il faut être résilient. Et puis il y a la question de la constance, qui est pour moi, c'est pour ça que je le mets en haut, le grand problème aujourd'hui de ce qui se passe en Europe et en France. C'est pas qu'on n'est pas bon, c'est pas qu'on n'a plus de motivation, de talent, c'est qu'on manque de constance. On zigzague énormément. On zigzague, on revient en arrière. En fait, on est un peu dans le carrefour, là. Alors, on est les rois du rond-point, mais nous, on ne tourne même plus en rond. C'est-à-dire qu'on est dans le carrefour et on commence à être tétanisé. Tétanisé parce qu'arrivé au carrefour, il y a une partie du monde qui grille le feu rouge sans hésiter. On est tétanisé parce qu'arrivé au carrefour, on n'a plus le manuel de conduite. On a des voitures automatiques, on ne sait plus mettre des coups de volant. On ne sait plus appuyer sur l'accélérateur. La prise de risque, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle s'est drastiquement atténuée dans une grande partie de la société européenne. Et donc, nous sommes dans un inconfort stratégique, non pas parce qu'on est moins bon, on est dans un inconfort stratégique parce qu'on est de plus en plus dans des stratégies solitaires, on ne regarde pas la réalité planétaire, on oublie l'importance de certains secteurs, et au lieu de raconter une histoire motivante sur le futur, moi ce que j'appelle l'ardeur joyeuse, c'est-à-dire il faut être lucide de problématiques, de réalités, d'enjeux, de concurrence, mais si vous perdez tout enthousiasme et tout jeu collectif, et sincèrement, moi j'aurais 20 ans aujourd'hui et que j'entendrais quelqu'un me dire franchement, les jeunes de 20 ans, il y en a ras-le-bol, vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez plus la niaque, vous n'êtes plus motivé, bah, franchement, moi je dirais, mais attendez, vous nous avez raconté quoi depuis 20 ans en Europe ? Qu'on allait crever de chaud en 2050 et qu'on allait moins bien vivre que de vous, parents ou grands-parents. En termes de motivation, c'est absolument délirant. Donc, soyons vigilants sur tout ça, parce que j'ai utilisé beaucoup d'images d'intelligence artificielle à dessein, robots, science, IA, tout ce que vous voulez. Si ça zigzague indéfiniment dans la tête et qu'à un moment donné, on n'est plus capable d'avoir des caps, des visions, de la constance, de la cohérence, de la confiance collective, c'est très compliqué. Et la bataille qui se joue aujourd'hui dans nos démocraties, c'est reprendre de la lucidité. C'est-à-dire qu'en démocratie, ce qui fait la différence avec les dictatures, c'est que le contradictoire fait progresser, à condition que les uns et les autres s'écoutent, à condition qu'on accepte la diversité, à condition que ça s'inscrit dans des démarches de progrès à tous les niveaux. Si on a une pensée unique qui s'installe, si on est convaincu que c'était mieux avant, si on est convaincu que les autres sont méchants, si on est convaincu que quand vous êtes agriculteur et à la campagne, en fait, vous avez absolument aucun droit d'exister dans les débats, les discussions, les politiques, les conne complètement. Donc, la question du facteur humain reste absolument déterminante. Moi, j'en suis profondément convaincu à force de discuter avec les mondes agricoles et avec tous ceux qui sont un peu loin du toit des villes ou des terrasses. Parce que, sincèrement, aujourd'hui, pour faire l'Everest, si vraiment je devais le faire, ben, je sais que je viendrais beaucoup plus à l'Escar chercher des partenaires que dans certains arrondissements parisiens que je fuis de plus en plus. Voilà ce que je voulais vous dire en résumé, de manière un peu désordonnée. Merci. Merci Sébastien Abyss. Alors, Christophe et Philippe, quand on évolue dans un monde d'hippopotames, comment on fait pour s'adapter justement quand on pilote un groupe comme Euralis, qui est présent à l'international, et notamment dans des pays, la Russie et l'Ukraine? Comment on s'adapte? Bon, déjà, je remercie Sébastien pour cette percussion, parce que c'était percutant ce matin, c'est bien. Moi, je peux faire un constat après 5 ans de présidence, c'est qu'il faut s'obliger à avoir tous les pôles qui dégagent de la valeur en permanence. Il faut s'interdire de vivre aux dépens d'un pôle. On a passé les années ici dans la maison de 2010 à 2020 où on s'était habitué à vivre aux dépens du pôle semence. Tout le monde doit être contributif. Maintenant, l'internationalisation, pour moi, c'est amener de la résilience. Et de la résilience dans tous les sens. Philippe parlera des semences, mais je vais prendre un exemple qui est lié à la géopolitique. Quand à l'époque Bush décide de rattaquer l'Irak sur un mensonge, la sanction que nous avons eue, nous,
c'est qu'on avait un abattoir en Bretagne qui exportait du foie gras aux États-Unis. La punition, ça a été que c'était interdit. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est implanté au Canada pour servir le marché nord-américain. Mais quand, ou grâce à cette installation, quand on a de la grippe aviaire ici et qu'on ne peut plus exporter au Japon ou en Chine, bien on livre depuis le Canada. Et ça amène de la résilience au groupe. Donc pour moi, l'internationalisation, il faut qu'elle soit rentable, mais elle sert les gens d'ici. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il ne faut pas en avoir peur, c'est une opportunité. Et c'est complémentaire. Alors justement, parce qu'on est dans la géopolitique, bon, c'est toujours un peu difficile de passer après Sébastien, vu qu'il nous a quand même matraqué de grands principes fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier, mais sur notre savoir-faire et justement cette géopolitique, je retiendrai quand même des piliers que tu nous as cités. D'abord, c'était un peu cette notion d'iceberg dans la production agricole, où on parle beaucoup et énormément de tout ce qui dépasse, c'est-à-dire tout ce qui crée les transactions mondiales, et on oublie souvent que l'essentiel, il est en dessous, et qu'il y a quand même énormément de productions qui sont faites localement dans les pays. Je l'ai dit à Essiam, parce que je vais quand même parler de la Russie après. Ça, c'est la notion d'iceberg. La notion d'Everest, c'est il faut jouer avec les règles du jeu du moment, ou les non-règles du jeu du moment, et en tout cas ne pas s'endormir sur la nostalgie du passé. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Il faut avoir avant tout, essentiellement, beaucoup de réalisme. Tu as parlé du timbre-poste que représente la SAU française dans la SAU mondiale. Et je crois que ça, c'est ce qu'on doit ne jamais perdre de vue, et on doit le regarder dans toutes nos activités, que ce soit les semences ou les activités agricoles, remettre dans le contexte ce qu'on fait, dans le contexte réglementaire du moment qui peut être amené à évoluer, pour pouvoir justement adapter et exercer ce savoir-faire de résilience qui est inhérent à l'agriculture, parce que l'obsession dans notre métier, c'est de continuer à être là de même pour pouvoir continuer à le faire quand même. Non seulement c'est une obsession, mais c'est une nécessité existentielle pour l'ensemble de la société. Alors si je reviens sur la notion de Russie, et puis je reprendrai tes mots, Christophe, sur le tas de fois, enfin le stock valorisable de foie qui était là quand les États-Unis ont validé la guerre en Irak. Le stock de foie n'a pas eu de chance et n'a pas pu atteindre son marché, qui était les États-Unis. Et j'ai une autre anecdote. À la même période, il y avait aussi un stock de semences considérable qui était destiné à l'Irak. Le grand souvenir que j'en ai, c'est que le dernier camion de ce stock de semences a passé la frontière entre la Jordanie et l'Irak la veille du premier missile. Donc tout n'a pas eu la bonne ou la mauvaise fortune de la même manière. Ça veut dire aussi que contempler une ambition internationale, c'est prendre des risques, et il faut surtout appliquer ce principe de réalisme, savoir où on est pour pouvoir assumer ces risques-là, mieux les comprendre, anticiper aussi les décisions qui peuvent nous permettre de saisir des opportunités, mais d'éviter le plus de risques possible. Et ça, dans le métier des semences, c'est fondamental. Quand on est allé en Russie, on le savait pourquoi on y allait à un moment donné. On y est allé pour valoriser notre travail et notre savoir-faire. Notre travail et notre savoir-faire, c'était déjà fournir des moyens de production à l'agriculture, donc faire des semences par de la génétique, par de la qualité. Et puis également, c'était fournir de la semence matérielle, puisque ici, on savait en produire. Et là-bas, ils n'avaient pas encore forcément toutes les capacités pour valoriser cette génétique. Et ça a été un choix qui correspondait à une ouverture des frontières, une situation géopolitique qui, à l'époque, était tout à fait favorable, et on aurait eu tort de ne pas se lancer à fond dans cette bataille. Aujourd'hui, les règles sont en train de changer, les règles changent tous les jours, et il faut, en appliquant ce principe de réalisme, préserver encore toutes les opportunités de demain et s'adapter à la circonstance. On a des obligations, on a des réglementations qui changent tous les jours. L'Union européenne, elle a besoin aussi de regarder où elle va et où elle veut aller, de défendre ses intérêts, mais elle doit aussi défendre les intérêts de toutes ces composantes qui œuvrent dans ce concert géopolitique. Quand on parle de la Russie,
on est pris entre le marteau et l'enclume des nouvelles règles du jeu qui font que les Russes, ils prennent des mesures et les Occidentaux, ils prennent des mesures. Et il faut quand même qu'on prenne en main notre part de travail pour que les mesures, et on le fait hein, quand on est un acteur, comme tous les acteurs européens, pour que les mesures ne soient pas au détriment de notre intérêt à nous. Hein, et c'est aussi ça qu'il faut regarder en premier. Et quand je dis ça, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a en Russie? En Russie, fondamentalement, il y a un besoin. Il y a un besoin qui continuera à être couvert. La Russie, même si cette année, elle va faire beaucoup moins de blé qu'elle n'a eu fait par le passé, ça fait partie des aides à l'agriculture. Nous, on y envoie plutôt du tournesol. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le tournesol est très complémentaire du blé dans les rotations agronomiques. La Russie va continuer à développer et à soutenir son agriculture. Qu'on prenne des mesures, des sanctions ou pas, ça va exister. Et notre savoir-faire là-bas, il est fondamental. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est continuer à valoriser le travail là où il est valorisable. Et il y a une partie qui est toujours valorisable, c'est-à-dire ce savoir-faire de semencier, il faut qu'on continue à le valoriser avec les règles du jeu que l'Union européenne doit nous permettre de continuer à exercer, et avec les règles du jeu que les Russes nous imposent. Donc ça, il faut continuer. Et dans le savoir-faire, il y a le savoir-faire de semencier, mais ils ont besoin des outils existants, et les outils existants vont continuer à opérer avec nous ou sans nous. Donc à nous d'être réalistes pour savoir comment apporter notre contribution et en tirer notre intérêt en tant qu'acteur du Béarn, français ou européen, et en répondant aux besoins de la Russie qui ne vont pas changer. Donc il y aura besoin de faire des usines en Russie. Et si on se pose la question, est-ce que cet outil il va disparaître ou il ne va pas disparaître, quoi qu'il en soit, quel que soit notre choix à nous, il va continuer à exister, il va continuer à faire des semences pour le marché russe. Donc essayons de le faire avec les règles du jeu aujourd'hui, et pour que cet outil fasse encore plus de semences demain et nous permette de valoriser encore plus notre savoir-faire de semencier. On ne valorisera peut-être plus le savoir-faire de producteur de semences, mais on a déjà pris acte. Il faut regarder les nouvelles règles pour continuer cette ascension de l'Everest. François Purseigle, lors de la crise agricole, vous avez rencontré plus de 1500 chefs d'exploitation l'an dernier. Enquêtés. Qu'est-ce qui est ressorti de cette étude et comment est perçue cette situation telle que nous a décrit Sébastien? Est-ce que c'est fait partie des préoccupations? Alors on va faire un petit pas de côté quand même, hein. On va revenir dans un contexte très franco-français pour essayer de comprendre ce qui s'est joué, ce qui se joue encore aujourd'hui, hein, et ce qui s'est joué même hier, pas plus tard qu'hier. Si je peux avoir la zapette peut-être pour passer juste une slide, merci. Hop. On va vous la diffuser. Alors je vais revenir finalement sur quelques-uns des résultats d'une grande enquête qu'on a réalisée avec Pierre-Henri Bonneau au Centre de recherche politique de Sciences Po Paris, où je suis également chercheur associé. On a essayé de comprendre ce qui se jouait. On avait du mal à interpréter finalement, et moi le premier, hein, ce qui se jouait, ce qui se passait à quelques kilomètres de mon labo à Toulouse. Et c'est aussi une petite claque que j'ai pris dans la figure, puisque je me suis bien rendu compte aussi que ce que je décrivais, ce que j'analysais, finalement n'allait pas de soi pour un certain nombre de territoires, pour un certain nombre d'agriculteurs. Et je me suis dit, mais il faut quand même aller sur le terrain, et puis il faut quand même aller interroger pour essayer de comprendre ce qui apparaît être finalement un même faisceau de colère. Et oui, aujourd'hui, si les agriculteurs sont tous descendus dans la rue à un moment donné, c'est parce que finalement, il y a trois raisons principales qui présidaient à cette descente dans la rue. C'est d'une part, alors quelles que soient les obédiences syndicales, quelle que soit la taille de l'exploitation, ça c'est quand même très intéressant de voir que à la question qu'est-ce qui vous pousse à descendre dans la rue, finalement il n'y a aucune corrélation avec la taille, le niveau de revenu, la filière, petit, gros, machin. Non, ça ne permet pas de décrire ce qui s'est joué. Ce qui s'est joué, c'est premièrement la dénonciation d'un abandon. Alors pour certains, c'est l'abandon par l'État, pour d'autres, c'est l'abandon par l'INRAE, pour d'autres, c'est l'abandon par les COP, c'est l'abandon par les chambres, etc., etc. Donc en fait, finalement, on se retrouve tous derrière un même slogan, même si on n'émet pas complètement les mêmes choses. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir que finalement, on est sur un trépied qui fonctionne, quelles que soient les différences, et on y met ce qu'on veut. Et c'est aussi ça qui conduit à ce qu'on descend dans la rue et qu'on est en colère, parce que finalement, l'agriculture n'est pas caractérisée par une crise, mais plutôt par des colères. Deuxième élément, le ras-le-bol de l'administratif, le ras-le-bol finalement de ce qu'on va appeler communément les normes. Mais si on regarde de près et quand on écoute bien les agriculteurs,
c'est pas forcément un rejet de la norme, c'est un rejet d'une certaine forme d'exigence administrative. Ce qui est rejeté, c'est le sens peut-être de la norme, la pertinence de la norme, l'applicabilité de la norme, voire même le sens agronomique de la norme. Parce que vous êtes les premiers producteurs de normes, mais ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est que la norme ne débouche pas sur de la valeur. Voilà. Ne débouche pas sur, finalement, des prix. Ne débouche pas sur des marchés. C'est ça qui est avant tout dénoncé. C'est pas tant la norme, et je pense que c'est un faux débat. On a vite parlé de cette norme qui interpellait, mais on voit bien que même quand on joue sur les normes, eh ben, les agriculteurs demeurent toujours en colère parce que c'est pas tant la norme, mais c'est la manière avec laquelle elle s'applique. Et autre élément, c'est non pas la question du revenu, mais la question de la juste rémunération. Parce que finalement, vous aviez dans la rue, et encore aujourd'hui en colère, des agriculteurs qui ne sont pas forcément en situation économique difficile, hein, dans le nord de la France par exemple, ce qui est moins vrai ici, mais c'est la demande d'une juste rémunération qui fait l'objet finalement de débats. Alors quand on est dans certains blocs syndicaux, la juste rémunération, c'est pas la même chose que dans d'autres blocs. C'est-à-dire que voilà, à la Conf, à la CR ou à la Fédé, c'est pas complètement la même chose que de réclamer une juste rémunération. Mais ce qui est assez commun par contre à tous, c'est que finalement les agriculteurs se comparent de plus en plus. Et ce qui est aussi un élément central de cette colère, c'est le degré d'isolement des agriculteurs à l'échelle des territoires. Isolés non seulement au sein de la société française, je l'ai déjà rappelé ici même, mais isolés dans les territoires ruraux. Bon, et donc c'est aussi le regard porté sur eux, par eux et par les autres qui est au centre finalement de cette crise. Et cette crise, qui n'en est pas une, qui est une colère, renvoie au sentiment finalement d'être désarmés. On en appelle à monter l'Everest, mais eux se pensent désarmés. Désarmés humainement, parce que 50% d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite. Je ne reviens pas sur des éléments que j'ai développés ici également. Désarmés sur le plan économique, désarmés sur le plan technologique, parce qu'on n'a pas forcément les outils qui permettent le changement. Donc c'est aussi une crise de confiance à l'endroit d'un système qui est à l'origine de cette colère. Alors, autre élément important à retenir, c'est qu'ils sont tous dans la rue, vous étiez tous dans la rue, mais les 3 petits tracteurs qui étaient en faisceau, eh bien, ils divergent, et c'est bien ça le nœud du problème politiquement et professionnellement, c'est qu'on est finalement face à une profession qui est en quête d'une ambition partagée, parce que les 3 petits tracteurs réclament pas la même chose. C'est qu'on a aujourd'hui 3 grands types d'attentes qui s'expriment. On a vraiment une tripartition de l'espace professionnel agricole, sauf que il n'est pas doté de la même manière que dans l'hémicycle aujourd'hui. On a des petits tracteurs verts, des petits tracteurs rouges et des petits tracteurs bleus, mais finalement, ils n'avancent pas au même rythme et ils ne sont pas dotés de la même manière. On en a qui sont finalement des agriculteurs qui sont en quête d'une reconnaissance politique pour les changements qu'ils font. Donc là, ils réclament de l'État un soutien parce qu'ils ont changé, eh bien, ils ont voulu finalement être dans une sobriété heureuse, ils ont voulu changer les systèmes et ils réclament de l'État une compensation. D'autres cherchent à être reconnus sur le plan économique parce qu'ils veulent être à armes égales sur les grands marchés. Donc ça, c'est une reconnaissance économique, une reconnaissance stratégique. Et puis dans les discours, parce que ça, ce sont non pas des classes d'individus, mais des classes de discours, j'aurais dû le préciser, on a aussi des agriculteurs qui cherchent à être reconnus sur le plan identitaire, parce qu'ils veulent défendre un métier, une profession qui semble être en danger. Vous gravissez pas à l'Everest de la même manière avec ces 3 petits tracteurs. Et l'Everest n'est pas vu de la même manière. Vous en avez pour ce pôle qu'on va qualifier d'éco-socio-alter, la volonté de ne pas forcément le gravir, l'Everest. On est même un peu en marge du reste du monde agricole, comme en témoigne finalement ce nuage de points. On a des agriculteurs qui sont sur des petites exploitations à la sobriété heureuse, qui finalement réclament pas plus que ça, qui ne cherchent pas à conquérir le monde ou les marchés. Et ces profils-là, qui sont des profils parfois de jeunes assez bien formés, qu'on forme nous dans nos écoles d'ingénieurs, etc., fait face à une autre jeunesse. Une jeunesse qui, elle, se pense plutôt déclassée, qui est sur des petites structures d'exploitation, qui n'aspire pas, elle, à changer de modèle, qui aspire à faire le métier que papa a toujours fait, qui aspire à aller à la chasse comme Pépé, Mémé et Tonton. On reste au pays et on ne veut pas forcément ni conquérir le monde, ni changer de modèle. Et puis, de l'autre côté, on a
d'autres agriculteurs qui cherchent finalement à être à armes égales parce qu'eux voient dans les marchés finalement un élément important, stabilisateur du fonctionnement de leurs exploitations. Et donc on a trois finalement façons de regarder le monde agricole et la société en général qui s'appuient sur 4 profils même socio-économiques. Et c'est ça qui est au cœur finalement même des résultats aux élections chambres d'hier, c'est-à-dire que finalement c'est cette fragmentation-là qui s'est jouée dans les urnes et qui va se jouer prochainement, et c'est ça qui rend compliqué finalement la construction d'un projet politique par les agriculteurs et pour les agriculteurs. C'est-à-dire que c'est d'autant plus compliqué non seulement pour la profession, mais aussi pour les politiques, que de répondre finalement à ces 3 formes d'attente qui reposent sur des profils socio-économiques et des réalités socio-économiques complètement disparates. Donc là, il y a un enjeu finalement à prendre acte de ce diagnostic et à se dire que finalement, les grandes transformations qui ont cours, que moi j'illustre à travers mes travaux, ne vont pas de soi finalement pour toutes et tous, et c'est en ce sens que moi aussi j'ai pris une claque au moment des manifestations, parce que finalement il y a quand même, vous le voyez... Vous n'aviez pas vu venir cette colère? J'avais pas vu venir cette colère finalement, ou du moins les ressorts de la colère, c'est-à-dire que je pense qu'on est face à un monde qui ne veut pas, pour certains, mourir, qui n'admet pas finalement le grand effacement démographique qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les campagnes, qui n'admet pas de voir finalement fonctionner aussi les exploitations différemment d'hier. Et donc on voit bien qu'il y a un bloc assez recentré là sur 2 types de profils, hein, ce profil d'agriculteurs bien dotés mais qui se pensent floués par l'Union européenne, floués par l'État, etc. Et un profil de moins bien dotés qui se pensent assignés à une situation qu'ils n'auraient pas choisie. Voilà. Et ça, finalement, c'est d'une certaine manière une fragmentation qui fait écho à cette révolution indicible qu'on a décrite aussi avec Bertrand Hervieux, c'est-à-dire finalement ces grandes transformations qu'on n'ose pas voir. Et cette crise, du moins cette colère, je me reprends, c'est quand même la colère d'un monde auquel on n'a pas apporté des réponses structurelles, parce que finalement les questions de performance sur les marchés ne sont pas uniquement liées à l'accès ou non à une molécule, c'est aussi lié à des changements structurels qui n'ont pas été opérés dans des fermes finalement qui font ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas forcément être aussi compétitives que ça, parce que elles ne se sont pas réorganisées aussi comme on aurait pu l'entendre. Et c'est aussi l'un des phénomènes, à mon avis, majeurs de cette crise, ou du moins un élément majeur qu'il faut souligner, parce qu'on passera à côté d'un certain nombre de réponses si on n'admet pas que derrière cette colère, il y a des changements, bien que les agriculteurs n'admettent pas toujours. Christophe, en tant qu'agriculteur, mais aussi président d'un acteur économique comme Euralis, comment tu as vécu cette colère? Ça marche, ouais. D'abord, en préambule, c'est le conseil d'administration d'Euralis est fait d'agriculteurs. Donc on sait mettre le costume quand il faut, mais aussi le bleu de travail quand c'est notre quotidien. Hein. Et tout ce qui a été décrit, on le partage, on le vit. On vit dans des environnements et on n'est pas différent des autres. Par contre, moi, ce que je dis, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la coopérative, c'est toujours le prolongement des exploitations agricoles et elle doit être au service des agriculteurs pour leur amener des productions à valeur ajoutée, que ce soit animale ou végétale, voire des services qui vont, j'ai envie de dire, adoucir leur quotidien. On le voit, tout ce qui est administratif, c'est des charges qui sont extrêmement lourdes. L'accompagnement en cas de contrôle, pilotage de l'irrigation, c'est des choses qu'on doit amener parce que ça correspond à des vrais besoins. Ensuite, quand on regarde la population, notre population d'adhérents, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écarts qui se creusent. On a un tiers des adhérents, quel que soit le modèle et le territoire, qui économiquement progressent tous les ans. Un tiers. Un tiers qui est à l'équilibre et un tiers qui est dans la difficulté. Et ça, je pense qu'il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas parce qu'il y a 50 ans, quand on a fait les plans Pisani, tout le monde s'est mis au service du métier. Tout le monde. L'éducation, la formation, la recherche, la chimie, les voisins. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la France a évolué, nos campagnes ont évolué.
Moi, je suis dans un village où il y avait 200 habitants, il y en a 850, il n'y a plus personne qui te dit bonjour. Autrefois, quand j'allais à la messe, je connaissais tout le monde. C'est fini tout ça. Et on vit dans un univers où il commence à y avoir de la défiance, où chacun vit chacun chez soi. Et ça, c'est aussi un élément qu'il faut intégrer parce qu'il est dur à porter pour l'agriculteur. Parce que de la vocation nourricière, du respect que l'on avait des autres, voire des autres qui venaient donner un coup de main, tout ça c'est fini ça aujourd'hui. Il y a presque de la défiance par rapport aux pratiques, par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Il y a toujours, quoi qu'on fasse, on peut être décrié ou on peut nous demander d'expliquer ce que l'on fait. Enfin, moi je le dis, je fais le parallèle avec, c'est pas dégradant ce que je vais dire, hein, à une femme de ménage qui fait les carreaux. Personne ne va lui demander si elle frotte de haut en bas ou de droite à gauche ou et qu'est-ce qu'elle met sur les carreaux. Eh bien nous, c'est tous les jours comme ça. Et ça, franchement, c'est un peu pénible à vivre. Et la nouvelle génération va devoir faire avec ça. Donc par rapport à ça, il y a aussi la formation qui est importante et l'éducation qu'ils auront. Parce que la capacité à absorber, répondre avec un niveau et pas... parce qu'aujourd'hui, ils disent on pète les plombs et compagnie. Mais ça, péter les plombs, c'est facile à dire et pas facile à faire. Mais une fois que tu as fait ça, tu n'as rien fait. Et le constat, c'est que le métier il devient sélectif. Il devient, je parle du décathlon, c'est peut-être du pentathlon, hein, dont il faudrait parler aujourd'hui. Mais c'est comme l'alpiniste qui va gravir, il y a la préparation physique, il y a la climato, il y a l'équipement, il y a les gens avec qui tu y vas, la nourriture. Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec le métier d'agriculteur aujourd'hui. Il est complexe le métier. Et ça effraie. Et je pense que les gens qui sont sur les traces des anciens, qui se disent ça va continuer comme ça et qui sont bousculés par le quotidien, ça doit être dur à vivre. Peut-être un élément, c'est que finalement, quand on allait sur les barrages, on entendait aussi les agriculteurs qui dénonçaient finalement ce qu'on montre aussi dans nos travaux. C'est une image qui s'applique à eux, auxquels on les assigne et qui ne correspond pas toujours aux réalités qu'ils vivent. Et finalement, cette colère agricole, c'est la colère aussi d'un monde qui se voit fantasmé, qui se voit idéalisé et qui, à l'échelle de ses propres territoires, ne se voit pas autorisé à faire ce qu'on autorise aux autres. C'est-à-dire qu'on n'admet pas de l'agriculture à l'échelle locale ce qu'on admet d'autres secteurs, le secteur industriel ou commercial. Et cette colère, finalement, et c'est ce qu'on pouvait lire aussi sur les pancartes, c'est la colère finalement d'un petit patronat qui a du mal à voir porter à l'échelle des territoires des projets de mutualisation, d'association, d'intégration, c'est-à-dire des projets qui relèvent des éléments qui seront des éléments centraux dans la réorganisation des exploitations, alors même qu'il y en aura de moins en moins. On va en reparler justement de tout ce qui est renouvellement des générations dans quelques minutes, mais Philippe, comment Euralis accompagne en fait les agriculteurs, parce que là on a vu un peu les différents profils, comment on peut accompagner? Quand on regarde l'analyse, j'ai beaucoup apprécié l'analyse en composante principale là, des profils d'agriculteurs. On est face à une grande complexité et un grand virage. On a parlé d'effacement, mais quand je vois la notion de concept paysan qui était plutôt soutenu par la force publique et les politiques, le grand effacement des politiques, vu que la masse électorale ne pèse plus, elle est là, et d'ailleurs ce n'était pas les plus représentatifs. Après il y avait une crise identitaire dont parlait Christophe, parce que c'était le sens d'être paysan qui est mis en question, mais il y avait quand même une partie dominante qui était une force économique qui sera le moteur de demain. Et la coopérative, elle est au milieu de ce grand changement, avec aussi une crise identitaire. La raison d'adhérer, il faut la reconstruire par la proximité, mais en voyant ce qui va se construire demain. Donc, tout en cultivant ce c'était mieux avant, parce que c'était bien avant quand même, faut pas, mais aussi en étant convaincu que ce sera mieux demain. Et là, je te rejoins, il faut quand même transmettre de l'optimisme. Et rebâtir les fondamentaux de la coopérative sur le pilier qui est celui d'une COP quelconque, c'est quand même l'économie. C'est produire ensemble pour vendre ensemble, ça reste un des fondamentaux pour préserver une valeur et s'appuyer sur ce pilier économique. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi cultiver
ce collectif, cet écosystème qui est celui d'une coopérative. Moi, je rappelle souvent que le groupe Euralis, c'est un écosystème dans lequel il y a 5000 adhérents et 5000 collaborateurs. C'est un mix. Et c'est le point d'union de l'économie qui fait qu'on regardera de même, mais avec tous les principes de réalisme qu'on a évoqués tout à l'heure. Ça passe par des choix stratégiques collectifs. Et là, je remets en exergue la puissance du collectif et donner l'avantage au choix, à l'intérêt général par rapport à l'intérêt individuel. Et ça, c'est notre autre grand dilemme dans la coopérative. C'est qu'on est fait de plein de composantes qui ont une vision individuelle de leur situation. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas une vision individualiste et qu'on ait la conviction que c'est dans la construction mutualiste qu'on trouvera la façon de prendre ce virage générationnel qui est celui qui est devant nous aujourd'hui. Sébastien Abyss, est-ce qu'on observe ce mouvement agricole un peu partout, au moins dans l'Europe, ou c'est vraiment un phénomène franco-français ? Moi, je pense qu'en Europe, il y a pour prendre un peu, comme disait François, des colères plus que des crises. Et du coup, des méfiances plus que des problèmes. Et néanmoins, des problèmes, parce que l'un des grands problèmes, ça reste quand même l'aspect aussi économique. Donc, il faut quand même pas oublier la variable économique. Hein. C'est là où j'espère que quand on parle de compétitivité durable, on a bien le mot économie parmi les déterminants clés. Mais en Europe, il y avait trois demandes très, très communes, hein, pour rebondir à ce qu'a dit François. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une demande de constance, j'insiste sur ce point. On a perdu de la constance en Europe. Il y a une demande de cohérence. Alors, sur les questions normatives, ça va sans dire, François l'a dit, vous le connaissez. Sur la question du commerce, évidemment, à la fois les accords de libre-échange, mais aussi une espèce de cohérence stratégique. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on a une politique agricole commune à l'intérieur de l'Europe et on a une politique agricole individuelle, nationale, quand on sort d'Europe. Il n'y a pas de produits made in Europe dans le monde. On valorise la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Et on a du coup mécaniquement quand même un truc qui s'est produit depuis 20 ans, c'est que les grands concurrents des producteurs européens, c'est les producteurs européens voisins, avant d'être le Brésil, etc. Donc on a perdu de la cohérence même à ce niveau-là, et puis la confiance envers les outils collectifs, les représentants, les politiques, les consommateurs, etc., etc. Et donc on perd confiance des fois en ses forces, en ses valeurs. Ça, je pense quand même que c'est un des risques, moi, que je m'autorise à identifier. C'est-à-dire que j'avais plutôt l'impression depuis 20 ans que l'une des grandes forces du monde agricole, c'était précisément ce côté collectif, goût des autres, goût de l'effort, ce côté, le fait divers du matin, je m'en fous. La météo du jour, ça compte, mais le fait divers du matin, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le structurel, c'est une vision un peu à moyen terme, ce qui va se passer dans les prochains mois. Je suis spéculateur quand je suis agriculteur, parce que quand je sème, je suis le plus grand spéculateur mondial. Moi, je trouve que vive la spéculation agricole, sinon en tant que consommateur, je ne suis pas bien. Donc spéculer sur le plan agricole. Sinon, je peux vous assurer que la réalité planétaire et notre sécurité humaine de consommateur, on va en prendre un sacré coup. Et pour moi, du coup, le risque, et par rapport à ce que dit François, c'est-à-dire comment le monde agricole... Moi, je lutte contre l'agricolisation à l'accès des problèmes agricoles. Il y a plein de sujets qui concernent le monde agricole qui sont des sujets communs à tous. Je ne suis pas sûr que les votes au mois de janvier, les élections agricoles, étaient uniquement des élections agricoles, par exemple. Bon. Donc comment le monde agricole ne succombe pas à des tendances sociétales qui ne sont pas saines et qui, du coup, moi j'aime beaucoup le schéma avec les trois dimensions. Et l'une des grandes questions que je me pose, comment on peut faire cohabiter, travailler ensemble, projeter ensemble ces trois catégories, si elles existent. Parce que quand on me dit que c'est compliqué de les faire travailler ensemble, alors qu'on est dans des outils comme l'Europe, la France, et que on me dit que c'est compliqué de faire ça ici, ben, il suffit d'aller voir quand même ailleurs
où en fait il n'y a pas de bloc. Il y a un bloc. C'est un peu marche ou crève. Alors ça peut être bien. Là pour le coup il y a un peu moins de zigzag. Mais je ne sais pas si c'est ce que l'on doit proposer en Europe. Et je ne sais pas si, encore une fois, l'un des combats à faire, l'espèce de combativité démocratique qu'on doit faire, c'est comment ces trois blocs que François décrit, comment on évite qu'ils sont en train de fracturer finalement la société, fracturent les mondes agricoles, fracturent les territoires. Est-ce qu'on laisse glisser, en fait, comme des icebergs, on les envoie dans des... où on évite la dérive. Et donc, moi, je ne sais pas, hein, mais je me dis, si le projet, c'est que ces trois blocs divergent de plus en plus, bah, je pense qu'à ce moment-là, les lois Pisani, etc., il faut complètement tout réécrire. Mais il faut absolument tout réécrire. Mais allons plus loin. Si ces trois blocs divergent, à ce moment-là, on réécrit une partie de la Constitution française, et puis on peut même considérer que le nord de la France est... moi, je suis de Lille. On peut considérer que quand je viens à Pau, je vais à l'étranger. Je veux dire, on peut aller très loin dans cette musique-là. Hein. Donc soyons vigilants quand même, surtout dans un monde d'hippopotames. On peut être fourmis pour travailler ensemble, mais comme en plus avec le travail on a un petit problème, vigilance quand même. Oui. Il marche le micro, ouais. Dans la question comment on amène du revenu aux agriculteurs, Sébastien en a parlé. On n'a pas de pétrole, mais nous, les agriculteurs aujourd'hui, on a tout pour produire l'énergie décarbonée de demain. Et je pense que ça peut être un dénominateur commun qui peut un peu rassembler les agriculteurs divergents, parce qu'il faut trouver un chemin commun. Et on a parlé de ma COP et moi, et là, je vais comment dire, me servir du fait que Laurent soit là et lui lancer un défi. Moi, ce que j'attends ici, on a développé une société qui s'appelle Rasolis, qui est chargée de développer des panneaux solaires sur les bâtiments de nos exploitations. C'est que je te donne le défi que chaque agriculteur qui a signé la charte Ma COP et moi est un projet solaire. Parce que quoi qu'on en dise, le solaire, ça ramène de la résilience économique, de la résilience face au climat chez les adhérents. Il y a ceux qui le disent, et il y a ceux qui vont le faire, et Laurent, je te demande de le mettre en œuvre. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse un peu, puisqu'on parle de solutions d'avenir, à celles et ceux qui vont constituer les futurs agriculteurs. J'avais avant une question sur... on a vu pendant les colères agricoles beaucoup de vérification des origines, des choses comme ça. Sébastien Abyss, vous avez tendance à dire qu'en France, on produit la nourriture du week-end, mais qu'on importe la nourriture du quotidien. Comment on est arrivé là, et justement, qu'est-ce qui ressort aussi de cette colère ? Si, juste rapidement là-dessus, en effet, je suis franco-italien. Il y a 2-3 ans, là, il y a une journaliste qui me disait franchement, en Italie, le Made in Italy, bien valorisé. En France, on mange de plus en plus de produits italiens à l'image du monde. Bon. Alors j'ai dit, bah oui, moi j'ai 2 commentaires. D'abord, en Italie, quand j'y vais, on me dit qu'en France, on est bon, on est bien organisé, le Made in France, il s'exporte bien, etc. Donc de temps en temps, il faut peut-être se dire que sur les Alpes, on peut peut-être se donner rendez-vous pour faire des choses ensemble. Et je lui ai dit, mais pour moi, il y a un petit point de différence, c'est que la France a eu tendance ces dernières années à faire des produits agricoles et alimentaires pour les fêtes, voire pour le week-end, allez, le dimanche midi, et l'Italie a fait des produits pour toute la semaine et qui remplissent le frigo. Je prends 3 exemples quand même pour illustrer ça d'un point de vue économique, et qui montrent que parfois c'est aussi une question d'outils industriels. 2/3 des pâtes qu'on consomme aujourd'hui en France sont importées. Quasiment 1 milliard d'euros d'importation. J'ai cru comprendre qu'on pouvait encore faire du blé dur en France, mais en fait on manque d'industrie qui fabrique des pâtes. 2e exemple, la mozzarella, fromage le plus consommé en France. J'ai pas bien compris en quoi on ne pouvait pas en faire en France. Importation l'an dernier de mozzarella, 1,3 milliard. Ça fait 2,3 milliards avec 2 produits. 3e exemple, l'huile d'olive.
L'huile d'olive, pour provoquer un peu les gens du sud de la France, c'est un peu comme le pinard. Chaque village a son huile d'olive et son pressoir. Et donc on fait une huile d'olive à 25 balles qui passe pas dans le consommateur El Cadi, et on n'a pas une huile comme l'Espagne ou l'Italie, primo-accessible, de cuisson, parce que nous on fait une huile d'olive de dégustation. Et donc nous avons en huile d'olive 800 millions d'euros d'importation. 3 produits, allez, je force encore un peu parce que pour moi la plus grande illustration de tout ça, pour vous sortir un instant des aspects terrestres, le produit le plus importé aujourd'hui par la France, c'est le café. Bon. Donc, venant du Nord, je vous l'annonce, on va boire de plus en plus de chicorée les prochaines années. Redécouvrez le plaisir de l'amertume. Deuxième chose, attendez, la chicorée, c'est sain, c'est local, c'est durable, c'est plein de fibres, c'est bon pour plein de choses. Et le café va coûter de plus en plus cher. Et en plus, on ne veut pas rémunérer les Africains ou les Sud-Américains qui bossent dans le secteur du café. Et en plus, on leur a dit qu'on allait mettre des clauses miroirs en Europe. Donc, il est possible aussi qu'on nous envoie un peu moins de graines de café. Deuxième exemple, deuxième produit le plus importé par la France, le roi saumon, qu'on achète aux pétromonarchies norvégiennes et écossaises. Le saumon qu'on aurait pu développer en France, comme la truite, d'ailleurs. Mais la truite, pour trouver de la truite sur les cartes de restaurants, le saumon domine les débats. Le saumon tout seul, c'est 60% des produits de la mer qu'on consomme en France. Nous, on fait des coquillages pour Noël. Parce qu'on ne veut pas d'aquaculture, parce qu'on ne veut pas développer l'industrie aquacole, etc. Saumon, l'an dernier, 2,5 milliards d'importations. Hein, ça cartonne le saumon. Ça cartonne. Bon, alors, est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça ? Je ne sais pas. Est-ce que la question, c'est parce qu'on ne fait pas des choix ? Est-ce que c'est parce qu'on s'est désindustrialisé ? Parce qu'on essaye de tout produire et pas éventuellement de concentrer des efforts parfois pour faire des produits qui correspondent à même le marché français ? Et cette histoire de produits du week-end versus des produits de la semaine, je vais vous dire, prenons les choses à l'envers. Si nous voulons faire les produits du week-end, racontons-le avec beaucoup d'optimisme. Les Français sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus dépensiers sur leurs 4 repas du week-end que les 10 repas de la semaine. Donc il y a peut-être une carte à jouer. C'est juste qu'il faut le raconter, il faut le mettre en valeur, il faut se différencier par ce biais. Et être cohérent. L'une des incohérences européennes et françaises pour moi majeures aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas faire de choix. Et on essaye parfois de trop embrasser, on a du mal à mettre des priorités, à être constant dans ses priorités. Et encore une fois, si on est très à l'aise à faire des produits pour le week-end, racontons au monde entier qu'on fait des produits pour le samedi et le dimanche. Alors peut-être dans certaines régions, il ne faut pas oublier que les jours fériés ne sont pas le samedi et dimanche, mais ça peut se jouer sur le plan marketing. Et puis assumons qu'éventuellement la semaine, on dépend des fournisseurs voisins ou mondiaux, si on est prêt à ce modèle. Avec une petite particularité, ce sera le match à refaire dans les pratiques des consommateurs, parce que pendant 30 ans, on a demandé au monde européen et français agricole d'aller chercher des labels, parce que c'était ça qui allait aller faire les produits du week-end. Le Nutri-Score a un peu tué les labels. Donc le Nutri-Score interroge aujourd'hui, parce qu'en fait, in fine, et je suis bavard, hein, je vous ai dit, j'ai une moitié italienne, désolé, mais in fine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, la grande réalité, c'est que le consommateur, il va d'abord regarder le prix. Même pour le samedi et le dimanche. Voilà. Mais le samedi et le dimanche, on est prêt à faire parfois plus d'efforts. Et donc, la question du prix et de l'économie, la question de la profitabilité des entreprises, la question de la profitabilité de ce qu'on propose, il faut pouvoir aussi retrouver cette vertu-là. Je l'ai dit, je répète, je martèle, j'insiste. En Europe, on a le droit de vouloir faire du vert. Il faut même en faire beaucoup plus, y compris sur les bioénergies. Mais pour faire du vert, il ne faut pas être dans le rouge économiquement. Sinon, on va faire 0 vert. Et ça, il faut être très clair. Et moi, je suis pour le combinatoire. Il faut faire de l'économique, il faut faire du social, il faut faire de l'environnemental,
il faut faire du local ou du global, il y a des opportunités à saisir, il y a des consommateurs du samedi, il y a des consommateurs du mardi. Arrêtons d'opposer. Je veux dire, moi, je suis obsédé par ce truc-là, c'est que j'ai l'impression qu'on vit en démocratie, mais que notre plaisir absolu aujourd'hui, c'est d'opposer. Alors que la démocratie, c'est de rassembler et de fédérer. Il y a quand même un truc qui est en train de déconner dans nos états d'esprit et dans la manière dont on aborde les grands défis à venir sur les sujets qui vous concernent. Alors, je vais essayer de garder le temps avec un Italien à ma droite. Il nous reste à peu près une petite demi-heure. J'aimerais qu'on s'intéresse au renouvellement des générations. Je le disais au départ, 50% d'agriculteurs vont partir à la retraite dans les prochaines années. François Purseigle, déjà, comment inciter les jeunes à s'installer ou à rejoindre le monde agricole, et à quoi vont ressembler les exploitations agricoles si on se revoit dans 10 ans? Est-ce qu'elles auront énormément évolué? Bon, ça, je pense que je l'ai déjà rappelé maintes fois ici même. Je pense que le défi, c'est pas le renouvellement des générations, parce qu'on n'y parviendra pas. Vous voyez le bloc en bas à gauche qui aspire à installer 200 000 paysans. Ben, finalement, ce bloc va forcément échouer parce qu'on ne parviendra pas à installer malheureusement 200 000 paysans, entre guillemets, à l'échelle de nos structures d'exploitation. Je pense que l'enjeu, c'est surtout le renouvellement des actifs, la consolidation finalement de certaines entreprises, et la consolidation de certaines entreprises passe par le recours à une main-d'œuvre qui sera de toute façon de moins en moins familiale. Et oui, le salut de l'exploitation familiale en France repose sur la mobilisation d'actifs de moins en moins familiaux. Là aussi, je l'ai rappelé ici même, 930 000 actifs non familiaux interviennent aujourd'hui dans les exploitations françaises, plus 72% via des ETA, plus 240% via des groupements d'employeurs. Bon. Donc cette réalité-là, on ne peut pas la mettre sous le tapis. La plupart des salades en France qui sont récoltées, ou des carottes dans la Haute-Lande, ne sont pas récoltées par des Landais ou des Français. Et tout le monde le sait ici peut-être, mais pas forcément les consommateurs. Donc je pense que de toute façon, compte tenu de ce qui se passe dans certaines filières, alors toutes les agricultures, toutes les filières en France ne sont pas en crise, mais aujourd'hui, aller dire à un jeune « va t'installer en viticulture », c'est peut-être un peu compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'on soit peut-être aussi raisonnable dans les discours que la profession va devoir tenir aujourd'hui et demain. Je pense qu'il faut rester lucide par rapport à ce qu'on peut faire. Est-ce que finalement l'installation doit être l'alpha et l'oméga de la politique agricole en termes de renouvellement des actifs? Peut-être pas, parce qu'on voit bien que cette installation n'a d'installation que le mot, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de va-et-vient dans cette profession. Donc moi je pense qu'il faut quand même qu'on tienne les deux bouts de la ficelle, c'est-à-dire qu'on puisse tenir un discours encore pour certaines filières autour de la dite installation de chefs d'exploitation, mais il va falloir surtout penser à conforter les exploitations qui vont être cédées dans les années qui viennent. Or ça, on sait très très mal le faire. Et les outils économiques savent très très mal le faire, c'est-à-dire anticiper le départ. Les agriculteurs ont du mal à anticiper la transmission des exploitations. Ils attendent toujours le dernier moment pour transmettre l'exploitation. Alors comment on l'explique ? Bon, on l'explique parce que les retraites sont faibles aussi, que certains restent en place parce que voilà, ils cherchent aussi à jouer de logique de rente, ce qu'on peut comprendre. Mais finalement, on a aussi des familles qui se mettent de moins en moins au service du projet économique. Et c'est plutôt l'exploitation qui devient au service d'une famille qui cherche à maintenir ses positions et ses positions de rente. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu aussi à remobiliser les familles agricoles au service de l'exploitation agricole, si tant est qu'en plus ces exploitations puissent dégager de la valeur, parce que finalement on ne pourra renouveler que s'il y a de la valeur au bout. Et on pourra renouveler notamment dans nos régions qui sont des régions qui finalement approvisionnent les Français le week-end. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, c'est la France des labels. Ce sont les premières régions en bio et ce sont les premières régions à être descendues dans la rue quand même. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la valeur n'est pas au rendez-vous, parce que les clients ne sont pas forcément dans les boutiques de producteurs, etc. Mais avait-on le choix aussi ? Posons-nous la question, est-ce qu'on avait d'autres choix ? On était sur des structures d'exploitation. Il ne faut pas oublier que le projet politique français, c'était de maintenir un grand nombre d'exploitations de taille moyenne, voire petite, à l'échelle du territoire. On y est plus ou moins parvenu. Sauf que là, ça bloque. Donc oui, on avait fait en sorte que ces deux régions, par exemple, puissent approvisionner ce type de marché. Ça a été pensé politiquement, voulu. Sauf que là, on voit bien que ces marchés, ils sont défaillants. Et on voit bien que ce n'est pas la colère non plus que d'exploitants agricoles, c'est la colère de toute une économie. Quand Sébastien parlait des enjeux industriels, c'est une colère qui est celle de producteurs agricoles qui, quel que soit leur projet,
qu'ils soient artisans, commerçants ou capitaines d'industrie, voient des outils industriels quitter leur propre territoire. C'est aussi cette colère des zones intermédiaires. Regardez la carte des élections aux chambres d'agriculture, des résultats aux élections aux chambres d'agriculture. Regardez la trace jaune là, du Piémont pyrénéen à l'estuaire de la Gironde. C'est la France des zones intermédiaires. C'est la France aussi d'une économie agricole industrielle en panne. C'est pas simplement la France d'une crise agricole. C'est quand même intéressant de regarder de près finalement ce qui s'est joué aussi à l'échelle de ces territoires, d'accord ? Et pourquoi ces territoires n'ont pas permis la coexistence de différents modèles d'exploitation agricole. Parce que finalement, ce qui permet le maintien d'une diversité d'exploitation agricole, c'est aussi le maintien de certains outils industriels qui vont servir le plus petit qui veut faire du circuit court et le plus grand qui veut faire autre chose. Mais sauf que finalement, on doit redoter les territoires aussi d'outils de politique industrielle, de politique sociale, de politique territoriale, permettant de faire la maïeutique, de faire le lien. Parce que finalement, le lien entre les exploitations se fait de moins en moins bien. L'interopérabilité des exploitations se fait de moins en moins bien. Donc là, il y a un enjeu aussi pour les acteurs de l'économie à rendre interopérables les fermes, malgré la distance, parce que c'est bien gentil d'assigner les agriculteurs à un projet collectif, il faut leur en donner les moyens. Parce qu'à l'échelle du territoire, quand on a 2 fois moins d'agriculteurs, eh ben on ne construit pas le collectif de la même manière. Et quand on ne partage pas à l'échelle de sa propre entreprise le même projet que son voisin, moi il y a des agriculteurs sur les barrages qui m'ont dit « mais j'ai découvert ce que faisait mon voisin agriculteur ». C'est-à-dire qu'on en était là, en fait. En fait, on découvre non seulement un paysage agricole fragmenté, mais une agriculture ou des agricultures qui ne se parlent plus forcément les unes et les autres. Donc ça, je pense qu'il faut être vraiment attentif à ça. Ça veut dire qu'il va falloir refaire dialoguer cette profession et retrouver finalement les éléments du socle commun. À quoi vont ressembler les agriculteurs du futur? Est-ce qu'il y aura des profils particuliers, des nouveaux arrivants, des nouveaux profils? Il y a toujours eu des nouveaux profils, il y en aura demain. Ce qui est sûr, c'est que finalement, mais ça aussi je l'ai plus ou moins décrit, on va voir que l'exploitation agricole ne correspond pas toujours à l'unité de production. L'unité de production, elle reposera sur des alliances nouvelles, elle reposera sur finalement de nouveaux assemblages juridiques, mais ça passera aussi par la capacité des territoires à accepter d'avoir des agriculteurs et installer des agriculteurs, c'est admettre qu'on ne va pas installer des agriculteurs comme il y a 30 ans. On ne va pas installer papa et maman. On va installer des binômes d'agriculteurs, des trinômes d'agriculteurs, et il va falloir leur donner aussi les moyens d'affirmer leur projet. C'est ça qui permettra l'installation et le maintien de l'activité productive. Donc là, il y a un enjeu à ce que, politiquement, on fasse admettre aussi à la société tout entière que l'agriculture de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, ni même, encore moins, celle d'hier. Ça, je pense que c'est d'autant plus important qu'on va devoir déployer, à mon avis, des innovations organisationnelles atypiques dans le secteur agricole, mais qui relèvent du secteur industriel ou commercial, et qui vont venir bousculer quand même. Les Français vont venir bousculer les territoires, vont venir bousculer les agriculteurs eux-mêmes. Parce que finalement, ce que je vois dans la colère, là, c'est l'incapacité de certains à admettre qu'il va falloir faire les choses autrement. Et donc... Et comment on fait prendre conscience? Ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut des organisations qui incarnent finalement cette pluralité aussi. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout ça sous le tapis. Je pense qu'il faut on le prend en pleine face là, il faut l'admettre. Et il faut se dire qu'il va falloir trouver des solutions, un package de solutions différents à ces différents types d'agriculteurs. Ou alors, on fait le choix finalement de rompre avec certains. Vous avez aussi certains qui tiennent aussi ce discours en disant finalement il n'y a plus de place pour certains ou certaines, il va falloir qu'on joue uniquement avec le profil A ou le profil B. Ça, c'est une vraie question, mais ça, c'est pas à moi de le dire en tant que chercheur, c'est une réponse politique qui est apportée à la situation. Voilà. Mais il faut se dire une chose, c'est que quand on va sur le terrain, la réception du grand discours qu'on tient ici n'est pas acceptée toujours de la même manière. Non, moi je vais dans le sens, on n'a pas un modèle, on aura des modèles. Et après, ce qu'on commence à voir, c'est des jeunes qui viennent, qui s'installent, qui font 10 ans et qui repartent.
Et ça, quand ça arrive, je peux vous dire que c'est des drames. Parce que autant les grands-parents sont défaits pour le fils, pour le petit-fils, et puis après, enfin, personnellement, moi, je connais quelqu'un qui a le fils, il a voulu, en sonnant les trébuchants, la moitié de l'exploitation. Et quand ça t'arrive et que tu as 50 ans et qu'il te reste à continuer, tu dois plus savoir où tu habites. Mais il n'empêche que ça arrive. Et ça arrive chez nous. C'est demain, comment on peut intégrer des jeunes qui sont, on parlait d'Enima, hein, qui a fait son chemin, mais ces jeunes-là, ils arrivent, comment on peut trouver le moyen de les intégrer, sachant que s'ils repartent, il faut retrouver quelqu'un qui prenne leur place. Parce que les business, il faut qu'ils tournent, les abattoirs, il faut les fournir, ou les productions agricoles. Je prends un exemple, la ceinture verte à Pau. C'était super, il fallait installer des gens pour faire du maraîchage. Sur 10 qui se sont installés, il ne reste plus que 2. Parce qu'entre l'image de Martine à la ferme, et puis il faut y aller tous les jours, et il faut en tirer des légumes avant de sortir un SMIC, et bien ça en a calmé un paquet, quoi. Mais c'est des réalités quand même. Il ne faut pas raconter des histoires. Parce que je pense qu'il faut avant tout conforter. Avant de renouveler, confortons. Parce que là, il y a un enjeu à conforter les systèmes. Parce que la patate est plus que chaude. Je pense qu'il faut conforter. Donc il faut mettre en place des outils pour conforter avant de mettre en place des outils pour renouveler. Parce que c'est d'abord parce qu'on conforte qu'on renouvelle. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Je pense qu'il y a un enjeu aussi à conforter ces enfants d'agriculteurs sur leurs exploitations qui deviennent de plus en plus des plus réactifs. Parce que là aussi, on va découvrir... Alors, l'Allemagne est déjà à 200 000 chefs d'exploitation, mais l'Allemagne est à 50% quasiment de chefs d'exploitation plus réactifs. D'accord ? Donc, on va se réveiller un jour en France, dans certaines régions, qui ne sont pas des régions familières de la pluriactivité, avec encore plus de pluriactivité. Donc là, ça ne va pas être la même chose de faire tourner une économie agricole avec 50% de pluriactifs dans un département comme l'Aisne, département céréalier s'il en est, où vous avez quand même des grosses structures d'exploitation, d'accord ? Ben, aujourd'hui, 50% des moins de 40 ans sont pluriactifs dans des départements où jusqu'à présent, la structure d'exploitation suffisait à construire finalement un horizon économique pour celui qui reprenait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, je crois que là-dedans, notre rôle à jouer en tant qu'acteur économique, il est majeur, hein, parce qu'il n'est pas qu'économique. On a rappelé que la performance économique à tous les étages, c'était indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi. Hein, donc il faut quand même qu'on reste dans notre rôle. Quand on parle d'une différence, conforter, oui, il faut conforter déjà ce qui marche pour que ça marche encore mieux demain. Je reprends les propos de Christophe sur l'hétérogénéité qu'on peut avoir. Il faut construire sur du solide et construire encore plus solide. C'est ça qu'on a à faire. Et d'abord, le rôle de la coopérative et comment ça peut contribuer à transformer, c'est en construisant ce cadre économique de production, y compris de l'huile d'olive s'il faut en faire, hein, mais dans une vision économique performante. C'est le cadre collectif qui permettra de le faire. Donc je reviens au propos de mutualisation. C'est en mutualisant pour pouvoir offrir ces débouchés durables et qui permettent d'avoir un projet solide à ceux qui veulent se lancer ou à ceux qui sont déjà lancés et qui ont besoin de continuer à progresser. Ça passe par la gestion du flux tiré pour maximiser notre puissance collective. On n'est pas conscient de la puissance qu'on peut avoir. Parce que quand on est avec un petit pressoir dans chaque village, comme tu as cité, ça c'est de la faiblesse, quoi. Si on met tout ça ensemble, c'est de la puissance. Et j'ai une intime conviction que la puissance, elle est là. Encore faut-il qu'on s'approprie ce flux tiré, on fait ce qu'il faut faire pour le marché, on le maîtrise, on maîtrise sa mise en marché. Alors c'est un peu monopolistique ce que je dis, mais la puissance collective agricole, elle est là. Donc c'est ça qui est la force du collectif. Et ça doit changer dans notre mentalité. Et je crois que ça a changé. On a parlé aussi de les voisins qui ne se connaissent pas, etc. Et moi je vais même plus loin. Je le vois, je l'ai observé pour l'ensemble des outils coopératifs, mais aussi des agriculteurs en soi. C'était plutôt là où sous une mode où on disait on va s'entraider. J'ai plutôt l'impression qu'on essayait de s'entretuer. Donc il faut qu'on arrête de s'entretuer et qu'on s'entraide vraiment. Et il faut mettre des conditions d'entraide un peu plus coercitives, si je peux dire. Pour aller dans ton sens, Philippe, c'est aussi... on ne pourra pas adresser tous les combats. Pour être efficient économiquement et être leader, il faut choisir ses combats.
Et après, il faut que ce qu'on fasse, ça fasse sens pour ceux qui vont adhérer. Voilà. Parce que la notion de sens, elle est quand même importante. C'est pourquoi on le fait. Et la notion de sens, ça peut changer aussi en cours de route. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que ça fait sens. Et demain, adhérer chez Euralis ou dans une entité quelconque, on viendra rechercher du sens. Et ça, c'est important. Il faut que ça transpire. Moi, juste, j'apprends beaucoup de choses et ça me conforte dans deux petites observations que j'aime faire autour de cette question du renouvellement générationnel, etc. D'abord, encore une fois, il n'y a pas que le monde agricole qui est concerné par des départs à la retraite. Je rappelle que d'ici, entre 2024 et 2030, il y a un peu plus de 7 millions de Français qui partent à la retraite. Et il y a 2 fois moins de Français qui arrivent sur le marché du travail. Donc il y a 2 retraites pour un nouveau travailleur, avec éventuellement, pour les nouveaux travailleurs, un état d'esprit qui n'est pas tout à fait le même que ceux qui partent à la retraite, surtout si on leur explique que tout est foutu en France. Je remets quand même ce petit point global. Donc on va dans un pays où la capillarité va être soit la calvitie que Pierre Blanc vous a proposée, mais je le connais depuis longtemps, hein, il a perdu ses cheveux très jeune, mais on en a toujours fait une boutade parce que j'étais destiné à les perdre aussi très jeune et du coup il est très jaloux. Et en même temps de la grisaille capillaire. C'est la réalité de la France, c'est qu'on va dans un pays où le nombre de personnes âgées va s'amplifier versus des jeunes qui se raréfient. Bon, donc ça c'est un vrai problème global dans toute la chaîne agricole et agroalimentaire, parce que là on parle beaucoup du monde agricole, les exploitations, mais c'est vrai dans la pêche, c'est vrai dans l'aquaculture quand on en fait un peu, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans beaucoup de métiers et de secteurs décisifs. Bon, donc parfois, attention à ne pas agricoliser à l'excès les problématiques agricoles. Il y a des problématiques françaises qui concernent aussi l'agriculture. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pour rebondir à ce qu'a dit Christophe, parce que, en effet, il y a quelques années, je pense qu'on était plusieurs à dire, voilà, les NIMA, en fait, ça peut être une chance, et en plus, on en a besoin, parce que les non-issus du monde agricole. Alors moi, je disais que c'était une chance, parce qu'en plus, j'en suis un. Donc j'essaye d'être cohérent en essayant de dire que je peux apporter des choses. Mais plus sincèrement, il y avait des non-issus du monde agricole qui s'installaient en agriculture, il y avait des entreprises non agricoles qui voulaient travailler avec les mondes agricoles, etc. etc. Bon. Moi aujourd'hui, il y a un truc qui m'obsède, c'est les CIMA, les sans issus du monde agricole, qui fait écho à ce que tu dis, Christophe. C'est-à-dire, il y a un truc que je ne comprends pas bien, c'est que si on est agriculteur un jour, on doit être agriculteur pour toujours. Alors je comprends, puisqu'il y a une passion du métier, il y a des réalités financières, il y a des réalités structurelles autour du fait que si on est agriculteur un jour, on doit le rester. Sauf que, et ça j'interpelle François, parce que moi, je constate, et Christophe, tu viens de le dire, il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui sont peut-être motivées à faire de l'agriculture, mais ouais, pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, au début de leur vie, au milieu de leur vie, en bout de parcours. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution dans ce moment de tension, de force de travail, de motivation, trouver une solution pour que, en termes d'ingénierie financière, en termes d'ingénierie juridique, ceux qui veulent être agriculteurs pour quelques années, ou quelques semaines, ou quelques jours, peu importe, on leur permette de l'être, et du coup ça pose une vraie question. Et je reprends l'expression de François, de l'interopérabilité, pas juste des fermes, mais de se dire, j'ai quelqu'un de motivé pour quelques temps, il va venir juste 1 an, en fait, on ne va pas lui donner les clés du camion intégralement. Donc ça repose la question du collectif. Mais moi, je pense qu'on doit travailler sur cette question des CIMA, parce que la question des NIMA, pour moi, elle est réglée. Faut l'intégrer. La question des CIMA, ça fait quelques mois que je pose la question, et on m'a dit, non, en fait, tu ne peux pas être agriculteur pour 5 ans. Et moi, je pense que si on n'est pas capable de répondre à cette question, et de trouver des solutions pour ça dans les 25 ans à venir, je pense qu'on n'aura pas juste à conforter des exploitations, mais qu'il y aura vraiment des questions de modèles à interroger. Voilà, c'est un truc qui m'interpelle un peu en ce moment.
Alors c'est plus ou moins facile dans certaines filières, installées pour 5 ans, ça l'est beaucoup moins en élevage, et notamment sur des territoires qui requièrent effectivement un investissement capitalistique important. Et on voit les va-et-vient plutôt dans les secteurs du maraîchage. Bon, c'est moins problématique. Ce qui est davantage problématique, c'est que ces mouvements-là viennent percuter aussi la stratégie, notamment de certaines filières, et on le voit dans certains territoires, notamment du sud de la France, où on a des coopératives aujourd'hui dans le secteur des fruits et légumes qui investissent dans des exploitations, tout simplement parce que les installations se font à côté des exploitations à reprendre. Donc il y a un enjeu finalement à rendre sexy aussi les exploitations qui sont en place. Il y a un désir de micro-ferme, mais il n'y a pas un désir de petite ferme. Donc comment on arrive à faire reconnecter aussi l'offre et la demande. Donc ça implique peut-être aussi en amont du processus d'arrivée ou d'insertion dans les métiers de l'agriculture, parce que je pense qu'il vaut mieux imaginer faire rentrer notamment des actifs salariés de manière un peu temporaire plutôt que de dire on va installer de manière temporaire. C'est pas complètement la même chose, mais il y a un enjeu à ce que l'appareil de formation se mette à former aussi des chefs d'atelier, des chefs de production, etc. Parce que l'enseignement agricole est toujours formaté autour de cette idée qu'il va falloir former dans la perspective d'une installation, et les référentiels de l'enseignement ont été très faiblement révisés alors même qu'il y a des besoins forts. On ne trouve pas de salariés, mais parce qu'on assigne aussi les salariés à certaines fonctions qui sont complètement dépassées et qu'on a des besoins autres, des besoins qui relèvent plus du cadre que de la figure de l'ouvrier agricole. Mais ça, on ne trouve pas parce qu'on ne forme pas aussi, et on n'explique pas aussi que l'exploitation agricole, ça peut être un lieu d'émancipation par-delà la seule émancipation autour du métier d'indépendant. Parce que là aussi, c'est très français, c'est-à-dire qu'on considère que l'émancipation d'un producteur agricole passe par le statut de chef d'exploitation. Et on voit bien combien c'est difficile de faire évoluer même les organisations professionnelles très attachées à la définition dite de l'actif. Bon, là aussi, est-ce qu'on ne va pas se mettre, on ne veut pas des normes, on ne veut pas d'exigences réglementaires, est-ce qu'on ne va pas se remettre une corde au cou en voulant finalement définir à nouveau à perte de vue ce qu'est l'actif agricole. L'actif agricole, c'est de moins en moins un chef d'exploitation, qu'on se le dise, et ça ne va faire que s'accélérer. Et donc, il y a un enjeu finalement peut-être à trouver les moyens qui vont permettre d'insérer différemment. Il n'y aura pas une voie dans l'insertion professionnelle, il y en aura différentes, mais il faut faire en sorte surtout que on puisse insérer dans des métiers qui vont permettre de pérenniser des filières à l'échelle des territoires. C'est ça ce qui est important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue à l'échelle du territoire X et Y? Est-ce que ce qui se joue, c'est de l'installation de chefs d'exploitation, ou est-ce que ce qui se joue, c'est de l'insertion dans les métiers du salariat? Donc, d'un territoire à l'autre, autour d'un même acteur économique, il faut arriver à identifier ça. Et je pense qu'il y a un enjeu, et je terminerai là-dessus, pour les COP aussi peut-être, à donner un coup de main en termes de restructuration capitalistique au moment où le départ commence à s'entrevoir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas peut-être de mettre forcément la focale sur l'installation, mais préparer vos exploitations là, qui sont des exploitations gérées par les plus âgés, à faire en sorte que finalement elles soient reprenables par le voisin ou qu'elles soient reprenables par quelqu'un qui va arriver demain. Je pense que l'enjeu il est plutôt là. Il est temps pour nous de conclure. Je vais vous proposer un défi, c'est marqué dessus, d'essayer de conclure en quelques phrases. J'ose pas dire un mot, il ne faut pas exagérer, mais en quelques phrases pour garder de l'optimisme et finalement, c'est quoi l'avenir en fait? Allez, chacun. Moi, si je démarre, 5 piliers de compétitivité durable pour moi et pour aller dans le sens de François aussi. Profitabilité d'abord et avant tout, durabilité, dérisqué, diversification d'activités et portabilité ou transmissibilité selon que vous voulez. Si on est bon dans ces 5 piliers pour une exploitation agricole, une ETI ou une grande entreprise agricole, je pense qu'on peut aller chercher de la compétitivité durable au sens européen du terme, où il y a à la fois de l'économique, du social et de l'environnemental. Philippe. Moi, je réinsisterai sur la conviction qu'il faut qu'on ait de la puissance que nous donne ce collectif qui est ici aujourd'hui et qui nous permettra d'appréhender la transformation de nos métiers agricoles. La force, elle est en nous et on n'est pas des victimes et on n'est pas des bourreaux non plus. On est la solution. François? Difficile, je pense qu'on est dans un virage. Je pense que l'agriculture a
traversé des moments similaires dans les années 60-70. C'est dans ces moments-là que de toute façon on change. Il faut admettre tout simplement ce qui apparaît comme indicible et ce qu'on met trop souvent sous le tapis. Et une fois qu'on aura accepté finalement les changements, je pense qu'on pourra passer le cap. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir donc François Purseigle, Sébastien Habis, Philippe Faux. Merci à vous. Donc c'est l'heure de conclure. Bon. Christophe, déjà peut-être que retiens-tu de cette matinée ou en tout cas de ce débat? Moi je pense qu'elle a été très riche en contenu. On avait quand même 2 grands témoins. Je pense que pour ceux qui le connaissaient, on n'est pas surpris, mais pour les gens qui les ont découverts, c'est une opportunité qui s'est présentée avec des visions, des vraies visions. Sébastien a fait un livre par rapport à l'Everest agricole qu'on devait gravir et il est riche aussi d'enseignements parce qu'on ne peut pas être... Il y a un terme qui reprend, j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas être myope, amnésique et inconscient quand on veut mener une politique agricole. Parce que le monde bouge et l'Europe, elle manque de sens, de véritable sens. Et je vais le dire, moi ce que j'attends, c'est un cap clair. Moi, je n'ai pas envie de faire de l'agriculture avec du lindan et de l'atrazine. Moi, j'ai envie de faire de l'agriculture avec de l'innovation, avec du génie génétique, avec des outils pour traiter innovants, des moyens de biocontrôle. Je veux vivre avec mon temps, être performant et vivre avec mon temps. Mais rien que de dire ça, eh bien, il faut du courage politique. Et il faut l'assumer. Parce qu'on fera, même en disant ça, on ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais il faut l'assumer, ce courage. Voilà. Je voulais le dire quand même, parce que je n'ai pas eu l'occasion tout à l'heure. Mais maintenant, je vais vous lire la conclusion, parce que je l'ai écrite et elle est un peu plus longue que celle que l'on a eue. Bon, je tiens à remercier Sébastien Habis et François Purseigle pour leur éclairage précieux et leur mise en perspective. Comme vous l'avez entendu, les chiffres sont sans appel. 50% des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 prochaines années. Ce renouvellement générationnel sans précédent représente un défi majeur, mais aussi une formidable opportunité. Face à cette transition, les coopératives agricoles, telles que Euralis, ont un rôle essentiel à jouer. Bien plus que de simples fournisseurs ou collecteurs, elles doivent se positionner comme de véritables partenaires, voire se repositionner. Des éclaireurs, des apporteurs de solutions pour les agriculteurs qui vont rester. Aider les agriculteurs à faire les bons choix implique de leur proposer un accompagnement personnalisé sur une expertise technique et économique solide. Il est également crucial de les informer sur les innovations technologiques, les méthodes agricoles modernes et les filières émergentes. Les agriculteurs de demain seront encore plus des entrepreneurs, des innovateurs, des acteurs engagés. Ils auront des attentes particulières, besoin de reconnaissance, de valorisation de leur travail et de sens. Pour répondre à ces attentes, l'ensemble des coopératives agricoles du Sud-Ouest doivent se réinventer. Je pense qu'on est arrivé au bout du schéma COP comme on l'a connu. Elles sont à un tournant de leur histoire. Pour y parvenir, nous devons promouvoir les filières agricoles régionales confrontées à une concurrence nationale et internationale exacerbée. Il est impératif de renforcer l'attractivité du métier chez les jeunes générations, et de mettre en œuvre la nécessaire adaptation des pratiques culturelles et d'élevage au changement climatique et aux enjeux de durabilité. Parce que la durabilité, ça doit être de l'opportunité. En outre, une vraie politique agricole française et européenne est indispensable pour soutenir cette transition. Les autres continents ne nous attendent pas et avancent à grands pas. N'oublions pas la maxime de Louis Bidot qui disait « Ne soyons pas en avance d'une opportunité, en avance d'un doute et en retard d'une opportunité ». Cette phrase, elle était très moderne à l'époque et elle est encore plus vraie aujourd'hui. Je suis convaincu que nous avons toutes les cartes en main pour construire ensemble une belle année de l'agriculture de demain. Les belles années de l'agriculture de demain. Une agriculture innovante, durable, humaine, au service de nos territoires et de nos concitoyens. Maintenant, si quelqu'un me demande de quoi sera fait demain,
je lui répondrai que ça ne dépendra que de nous. Car personne ne fera rien pour nous. Et ayez en tête, c'est que l'avenir, on va dorénavant le prendre en main. Et je vous remercie. Alors en général, on ne parle pas derrière le président, mais là, c'est vraiment une information qui va vous être utile. C'est le plan pour aller manger. Donc c'est l'adresse au Tournebroche Gueuleton. Alors je ne sais pas si les personnes étaient là déjà l'année dernière. C'est 37 avenue de Pau. C'est pas très très loin. Voilà, vous avez un plan vraiment extrêmement précis. En tout cas, vous mettez Tournebroche Gueuleton, 37 avenue de Pau. C'est à l'Escar, c'est pas très loin. Et ben, vous pouvez y aller dès à présent. Merci beaucoup et bon appétit à vous. Et merci à vous.